Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je suis Catherine Tronca. Je suis adjointe au maire Ariel Veil en charge de la santé, du handicap des seniors et d'autres choses. Mais donc en particulier ce soir, ma casquette est santé. Et je suis très heureuse de vous accueillir dans notre mairie pour cette cause qui est très mal connue et qui touche énormément de couples, de femmes. Nous attendons avec beaucoup d'impatience que le gouvernement avance. Et nous, en tant qu'élus, eh bien, nous sommes là pour justement faire le lien entre vous, les associations, les patientes, les patients et notre gouvernement. C'est notre rôle et je pense que c'est important, justement, en ces périodes où tout le monde ne pense qu'à soi. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Vous pouvez compter sur la mairie de Paris-Centre pour tous ces relais à faire au niveau supérieur. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vais de ce pas aller en face, car nous sommes dans le mois Octobre Rose, dépistage du cancer du sein. Et donc, nous avons aussi une belle soirée de l'autre côté. La santé avance et j'en suis très contente. Merci beaucoup, Madame Tronca, l'adjointe au maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à la conférence Génération Infertile. J'ai souhaité organiser une conférence qui vise à sensibiliser les jeunes à l'infertilité, car c'est un véritable enjeu de santé publique. Aujourd'hui, il y a environ 3,3 millions de personnes qui sont infertiles, soit environ un couple sur 5. C'est dire l'importance de faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes générations. Je tiens tout d'abord à remercier le laboratoire Gédéon Richter pour son soutien institutionnel, notamment son président Emmanuel Eumont et Grégory Chevenier, directeur de communication et de relations extérieures. Le laboratoire Gédéon Richter est très impliqué dans la santé de la femme et soutient ce type d'initiative qui vise à sensibiliser le grand public sur les enjeux de la santé reproductive et de la santé de la femme. Je remercie tous les participants d'avoir accepté d'intervenir à cette conférence. Manon Vial, sociologue, Tiffaine, responsable de marketing de Google France, qui va partager avec nous un témoignage fort, puisqu'elle a appris il y a 1 an qu'elle était infertile. On abordera avec elle ce décalage de perception entre sa vie de femme épanouie sur le plan professionnel et social et sa vie physiologique avec la baisse de fertilité. Merci à Lydia Munez, journaliste du magazine Elle, qui va modérer avec brio cette conférence. Merci à Dr Sedbon, Dr Nadia Kazdar. Merci au professeur Amama, auteur du plan national de fertilité, et à Pauline Pellissier, co-auteur du livre Génération Infertile. Merci également aux associations dont dimitrifif.fr. Je remercie enfin donc, la mairie de Paris-Centre de nous accueillir dans cette belle salle des mariages. Merci à Catherine Tronca, donc, qui vient de parler, ministre, l'adjointe au maire en charge de la santé publique. Merci également à Shirley Werden, l'adjointe au maire en charge des droits des femmes, et à Benoît Lardy, l'adjointe au maire en charge du sport et de la culture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne conférence. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Pour ceux qui assistent sur Zoom, vous avez un onglet conversé. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de répondre à toutes les questions. Bonne conférence. Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être si nombreux ce soir. Du coup, comme Maya m'a présenté, je suis Lydia Ménez, journaliste société au magazine Elle. Et pour la première table ronde, nous sommes avec Manon Vial et Tiffaine, qui est là pour le témoignage et qui est responsable marketing chez Google. Est-ce que, en premier temps, vous pouvez commencer par vous présenter vos travaux. Est-ce que... Oui, le micro a l'air de marcher. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Donc en ce qui me concerne, je suis sociologue. Je travaille sur l'infertilité et sur la question de l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation en France.
Donc, très, très brièvement, j'ai notamment travaillé sur la question de la prise en charge de l'infertilité féminine dite liée à l'âge en France, c'est-à-dire l'infertilité des femmes âgées de plus de 40 ans. Et j'ai interrogé donc leur parcours et les différents profils qui les caractérisent. Et par la suite, voilà, j'ai pu mener d'autres recherches, notamment sur les enjeux d'infertilité après cancer, puis sur l'impact du Covid sur les prises en charge en assistance médicale à la procréation. Et aujourd'hui, je suis actuellement chercheuse à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, où l'on mène donc une recherche sur les représentations et les connaissances des jeunes dans différents pays européens de l'infertilité et des techniques d'assistance médicale à la procréation qui sont accessibles. Super, merci beaucoup. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Tiffaine, j'ai 34 ans, je suis responsable marketing chez Google. Et il y a un an, j'ai appris que j'étais atteinte de ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne débutante, qui effectivement pose des petits soucis quand on essaye comme moi d'avoir un bébé depuis 2 ans. Donc depuis, je suis en parcours PMA, parcours qui a été un peu sinueux et qui est très compliqué. Quand on m'a diagnostiqué cette maladie, cette pathologie, j'avoue que je suis un peu tombée de ma chaise. C'est assez méconnu, on entend beaucoup parler du syndrome des ovaires polykystiques, enfin beaucoup, pas beaucoup, de l'endométriose, mais ça pas. C'est douloureux comme diagnostic. Et du coup, je pense que c'est important de faire de la prévention aujourd'hui et de partager cette expérience, même si on se sent un peu tout nu quand on parle de ça. Donc je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup, Tiffaine. Déjà, on va commencer par un peu poser les bases. En France, en 2020, selon l'INSEE, les femmes avaient en moyenne leur premier enfant à 30 ans, plus de 30 ans, 30,8 mois pour être précis. Et cet âge augmente d'année en année. Manon, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors c'est une question très très vaste, effectivement. Alors oui, actuellement en France, le 30,8 ans, c'est l'âge moyen à la maternité, donc toute maternité confondue, que ce soit une première naissance, une deuxième ou une troisième. Et l'âge moyen à la première maternité en France est actuellement donc de 28 ans. Et effectivement, cet âge tend à reculer au fil des années, au fil des décennies. Et globalement, depuis la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, les explications à ce phénomène sont vraiment, vraiment plurielles. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue sur ce point. Rapidement. Mais donc, globalement, ce que l'on voit dans les années 60-70, tout d'abord, c'est justement une revendication des femmes qui s'imagent en général à travers notamment les revendications féministes de mai 68 et autour notamment de la revendication de la légalisation donc de la contraception et puis de l'avortement. Et effectivement, lorsque tout cela sera acquis, ça va permettre aux femmes en France donc d'avoir une meilleure maîtrise de la procréation, de leur procréation. Et ce que l'on observe dans le même temps, c'est ce processus d'égalité entre les sexes qui fait que les femmes aspirent comme les hommes à pouvoir mener des études des études plus longues, pouvoir accéder à des carrières professionnelles également, mais aussi pouvoir profiter, avant d'avoir une famille, des enfants, de leur vie de couple, de leur vie aussi de femme, leur vie amicale, etc. Et tout ce phénomène fait qu'on assiste en même temps à une diminution du nombre d'enfants par femme. On va commencer à faire de moins en moins d'enfants à ce moment-là. Et ça s'accompagne également d'un décalage dans le temps du moment où les femmes et les hommes décident d'avoir un enfant. Et peut-être un autre phénomène quand même important qui me semble à pointer du doigt, c'est celui de l'allongement de l'espérance de vie, qui fait que non seulement on vit plus tard et donc cela ne se traduit pas par quelques années de vieillesse supplémentaire à la fin de sa vie, cela se traduit en fait par un redéploiement de toutes les classes d'âge et du fait que l'on se sente plus jeune à tous les âges par rapport à auparavant. Et donc aujourd'hui on se sent à 20 ans, à 30 ans beaucoup plus jeune qu'au milieu du XXe siècle par exemple.
Et c'est aussi un phénomène qui explique le fait que l'on envisage de plus en plus tard d'avoir des enfants. Et est-ce qu'il y a des freins concrets dans le fait d'avoir des enfants avant 30 ans, avant 35 ans? Je pense par exemple, surtout dans les grandes villes, la précarité, l'accessibilité au logement qui est de plus en plus difficile. Est-ce qu'il y a des freins concrets que tu peux nous évoquer? Oui, bien sûr. Là, en fait, je vous ai parlé de grands phénomènes sociodémographiques assez généraux, mais c'est vrai qu'il y a des points qui peuvent se poser peut-être, qui sont aussi des phénomènes sociaux globaux, mais que l'on ressent plus à l'échelle individuelle, de l'ordre, par exemple, avoir une certaine stabilité économique avant d'envisager d'avoir des enfants, avoir déjà être la plupart du temps installé dans un couple stable depuis un certain nombre d'années, même si cette condition-là, justement, elle est en train d'être revue, révisée actuellement. Et peut-être qu'on y reviendra, mais notamment l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation pour les femmes célibataires, ça, c'est une preuve que justement la condition d'être dans un couple n'est plus aujourd'hui une nécessité pour envisager d'avoir des enfants, mais jusqu'à encore très récemment, c'était une condition de ce que l'on nomme en sociologie la norme procréative. Donc la norme procréative, c'est ça, ça recoupe tout un ensemble de conditions avant d'envisager d'avoir des enfants. Ne pas être trop jeune, ne pas être trop âgé, être en couple, financièrement, géographiquement stable, avec un appart suffisamment grand, avoir pu profiter de sa vie, de son épanouissement personnel, avoir pu avancer dans sa carrière, etc. Et donc tout ça fait que lorsqu'on n'a pas réuni l'ensemble de ces conditions, cela peut être un frein au fait d'avoir des enfants lorsque l'on a un désir d'enfant, effectivement. Et Tiffaine, tu as dit tout à l'heure en introduction que ton parcours pour faire un enfant a été sinueux. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en gros, on a commencé à parler d'enfants avec mon compagnon il y a à peu près 2 ans. On s'y est mis très vite, on était très contents, très impatients. Et puis, les mois passent, pas beaucoup de mois, je dirais 9 mois. Puis rien ne vient. Et en fait, c'est même pas pour ça que j'ai consulté à la base. J'ai consulté parce que j'ai eu le Covid. Suite au Covid, il n'y a sûrement pas de rapport de causalité, mais mes cycles ont changé. Donc je me suis dit, je vais quand même voir que tout va bien avec ma gynéco. Elle m'a dit, mais bon, si vous voulez avoir des enfants, vous savez quoi, on n'a qu'à faire un petit bilan de fertilité pour vérifier que tout va bien. C'est quand même bizarre que vos cycles soient raccourcis comme ça. Et du coup, j'ai fait un bilan de fertilité. Un bilan de fertilité, c'est assez simple. Vous faites une prise de sang, où il y a différents curseurs hormonaux qui sont évolués, et vous faites une échographie endovaginale qui s'appelle le décompte des follicules en trop. J'ai fait ça le même jour. J'ai fait l'écho le matin et la prise de sang après. Et déjà, à l'écho, l'échographe m'a dit « Oh, c'est bizarre ce que je vois, c'est pas normal, vous avez que 5 follicules. » En gros, pour vous donner un ordre de grandeur, normalement, on a 10 follicules par ovaire. Moi, j'en avais 5 en tout. Et tu avais 32 ans. Et j'avais 32 ans, exactement. Donc là, je me suis dit, bon, ça sent le sapin. J'ai reçu par la suite ma prise de sang. Effectivement, un certain nombre de curseurs hormonaux n'étaient pas bons. La fameuse AMH, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le sujet, qui est un indicateur de la réserve ovarienne, qui chez moi était à 0,5, donc diminué. Et la FSH qui montre aussi que, elle est un peu élevée. Et est-ce que pour une femme de 32 ans, c'est quoi l'AMH, du coup, le taux de fertilité qui est normal? Je crois que c'est 2, à peu près. Et surtout, il faut que la FSH soit inférieure à 10. La mienne était au-dessus de ça. Suite à ça, la gynécologue qui m'a prescrit ces examens m'a dit écoutez, pas de temps à perdre, commençons tout de suite une PMA. On va commencer avec des stimulations simples. Donc en fait, en PMA, vous avez différents degrés d'intervention. La stimulation simple, c'est vous faites des piqûres pour générer un maximum de follicules, et derrière vous avez soit des rapports naturels, soit une insémination, soit dans le cas d'une FIV, une ponction, et en fait on fait de la petite tambouille en laboratoire. Donc moi je devais commencer juste des simulations simples. J'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée enceinte juste avant que la stimulation ne commence. J'étais trop contente, je me suis dit incroyable, hein, j'ai échappé à mon destin. Et malheureusement, à la faveur d'une écho de datation, à presque 3 mois, on a découvert que la grossesse était
été arrêtée et que je faisais une fausse couche de jumeaux. C'était très très dur. Quand on pense à fausse couche, on pense à du sang, on pense à des choses qui se voient. Et moi, j'ai pas vu. Donc, ce moment qui aurait dû être un moment très joyeux était le pire moment de ma vie. J'ai dû faire l'expérience de l'annonce a été dure parce que, en gros, le médecin m'a juste dit désolé, je peux plus rien pour vous. Vous irez aux urgences demain, on vous donnera des médicaments et puis voilà. Vous êtes jeune, vous inquiétez pas, ça ira. Et donc, on s'est retrouvés un peu dans la nature avec mon compagnon, alors qu'on était au fond de notre vie. J'avais évidemment pas envie d'attendre le lendemain matin pour aller à l'hôpital. Donc on s'est rendu aux urgences le soir même. On a attendu 5 heures pour être pris en charge, c'est les urgences. Et aux urgences, on m'a dit non mais vous arrivez comme ça, sans compte rendu de consultation. Je disais oui, non. Désolé, on va devoir tout recommencer. Rebelote, échographie. Et c'est elle qui m'a annoncé que c'était des jumeaux. Je l'ai appris à 1h30 du matin, c'était compliqué. Et elle m'a dit on vous fera un curetage. Bon, pour contracter un peu une histoire assez longue, suite à ce curetage, j'ai mis plus de 3 mois à récupérer mes règles. J'ai compris que mes règles ne revenaient pas parce que j'avais des séquelles du curetage. On appelle des synéchies, c'est quand les parois de votre utérus s'agglomèrent. Désolée, c'est un peu graphique, mais comme ça, vous avez... voilà. Du coup, on a dû lever les synéchies, donc c'est une opération bénigne. Et on m'a renvoyée dans un autre centre de PMA, à la clinique Sainte-Thérèse. Donc j'ai été prise en charge par un médecin. Rebelote, stimulation simple, cette fois on les fait vraiment. 4 échecs. J'avoue que c'est un parcours qui n'a pas été très agréable parce que je ne m'entendais pas trop avec mon médecin qui avait en moyenne 2 heures de retard à chaque fois, qui n'était pas très psychologue non plus. Du coup, après, suite à cet été, j'ai décidé de changer de médecin et maintenant je suis prise en charge à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. J'ai fait une première FIV qui a raté en septembre. On n'a pas pu aller jusqu'à la ponction. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas en fait quand vous commencez à la PMA. Vous vous dites au pire, il y a la FIV. Tout le monde est persuadé qu'une FIV ça marchait, que c'est un peu une formule magique. La FIV ça marche pas pour tout le monde. Et quand on a un vieillissement ovarien, la FIV ça marche souvent pas trop, parce que même quand on vous stimule beaucoup, vous produisez pas assez de follicules et du coup on peut pas faire la ponction. Donc voilà. Et aujourd'hui j'en suis là. Donc c'est pour ça que je disais que c'était sinueux. C'est difficile à résumer, mais c'est une grosse charge mentale et ça finit un peu par définir votre existence. Donc voilà. Et aujourd'hui, t'en es où dans ce parcours sinueux? T'essayes encore d'avoir un enfant ou t'as jeté l'éponge? Non, je pense qu'en fait, quand on nourrit un désir très intense de maternité, ce qui est mon cas, demain, si on me disait il faut que tu braques une banque pour avoir un enfant, j'irais braquer la banque, qu'on se le dise. Donc je vais pas abandonner. J'ai la chance d'être suivie pour le coup par un médecin qui pense qu'il y a un espoir. Il m'a dit je sais pas comment on y arrivera, mais on y arrivera, il faut juste être très patient. Et du coup là je repars en FIV en janvier avec un autre protocole dans l'espoir que cette fois mes ovaires décident de se bouger un peu et au moins d'arriver à la ponction. Donc là j'ai 2 mois de pause, 2 cycles de pause et on rembrayera en janvier. Et est-ce qu'avant d'essayer d'avoir cet enfant, tu pensais que tu allais rencontrer toutes ces difficultés-là, surtout à l'âge que tu avais, 32 ans? Non, pas du tout. J'y allais un peu la fleur au fusil, pour être honnête. Je me doutais bien que ça allait pas se produire le premier cycle, mais je pensais que j'avais 6 mois devant moi, avant d'avoir un bébé. Je soupçonnais même pas cette histoire d'insuffisance ovarienne. Encore aujourd'hui, pour être totalement honnête avec vous, c'est un diagnostic qui est très difficile à appréhender. Je me dis, mais comment c'est possible? Pourquoi ça m'est tombé dessus? Pourquoi sur moi? Donc non, je pense qu'on ne l'envisage pas du tout. J'avais jamais eu de problème de règles jusqu'à ce raccourcissement des cycles. Tout allait bien. Oui. Est-ce que Manon, toi, au fur et à mesure de tes recherches, de tes études, est-ce que tu as remarqué que le cas de Tiffaine arrivait souvent, des femmes qui se réveillent un peu du jour au lendemain en se rendant compte que... elles ont été prises de court, en fait, finalement? Il y a beaucoup de choses qui font écho dans le témoignage de Tiffaine, effectivement, dans les témoignages que j'ai pu avoir des différentes femmes que j'ai interrogées. D'une part, le fait que
Bon, enfin déjà, la difficulté de ces parcours d'assistance médicale à la procréation, leur longueur également, le fait que l'on s'imagine que la prise en charge médicale permettra à ce qu'un résultat aboutisse de manière relativement rapide, enfin voilà, sans se dire, comme tu le formulais, que ça arrivera au premier cycle, par exemple, mais en tout cas, de manière générale, les femmes que j'interroge sont surprises de la longueur de ces parcours, du nombre de tentatives qu'il faut réaliser avant que cela puisse aboutir, par exemple. Et ce qui fait que, là, pour faire écho avec les femmes précisément que j'interrogeais, qui, elles, par contre, étaient âgées de plus de 40 ans, et donc toutes, en fait, voilà, n'avaient pas envisagé d'avoir des enfants juste après 40 ans. Certaines, effectivement, étaient dans des parcours d'infertilité depuis, en fait, beaucoup plus longtemps. Mais, par exemple, le temps des diagnostics, des premiers examens en dehors même des cliniques d'AMP, cela déjà peut prendre 1 an, 2 ans, etc. Ensuite, le début du parcours d'assistance médicale à la procréation, etc., faisait qu'il pouvait y avoir une première cause d'infertilité du type une endométriose et que, dans un second temps, la question de l'âge survenait. Et ce qui fait que... qu'elle n'avait pas envisagé nécessairement d'être dans ces parcours après 40 ans ou après tant de tentatives de fécondation in vitro. Et est-ce que toi, Tiffaine, de ton côté, tu ressens un décalage entre ton âge, on va dire l'âge que tu as dans ta tête, ta carrière professionnelle qui commence à exploser, et ton âge biologique, en fait, qui te ramène un peu, pas à la réalité, mais un peu quand même? Je sais pas si je ressens je me sens pas vieille dans mon corps, je vous rassure, même si bon, c'est le cas. Non, je ressens plus un décalage entre le fait que, tout s'est passé facilement pour moi finalement, genre ma relation amoureuse, le travail, pour l'instant, je me suis dit génial. 32 ans, je suis plus ou moins là où j'aimerais être, et bam, il y a ce truc qui arrive. Et c'est un diagnostic dont on peut pas trop parler. C'est compliqué. Tu les as prévenus au travail? J'ai fini par les prévenir au travail parce que c'est trop. Enfin, je dois aller à l'hôpital toutes les 48 heures. Et en fait, c'est aussi lourd. Ça crée des sautes d'humeur, des bouffées de chaleur. C'est pas très agréable. Donc du coup, j'ai préféré être honnête avec ma boss plutôt que de lui inventer des salades pour justifier mes absences. Je lui ai dit. J'ai eu beaucoup de chance que ce soit bien reçu, mais c'est la seule qui sait. Enfin, aujourd'hui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez problématique. On ne peut pas parler de l'infertilité sans avoir l'impression de raconter notre vie sexuelle aux gens, alors que ça n'a rien à voir. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, le fait d'être infertile, c'est une grosse partie de ma vie, et c'est une grosse partie de ma vie que je ne peux pas du tout partager. Donc en fait, j'ai l'impression de jouer un rôle en permanence, au travail, avec mes amis, pour cacher ce boulet d'infertilité. Et ça, je trouve pas ça normal, parce que ça rajoute une charge mentale et une souffrance supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Et du coup, tu disais que tu ressentais un décalage entre tout a été facile dans ta vie, le travail, la relation, etc. Mais ça, c'est le point où ça bloque, c'est ça? Oui, puis c'est la nature qui vous fait un sale coup, parce qu'en fait, au travail, on peut travailler plus, on peut trouver des solutions, on peut changer de travail, quand ça va pas avec son mec, on peut faire une thérapie conjugale, on peut changer de copain, on peut aller sur Tinder. Quand on a une insuffisance ovarienne, malheureusement, j'ai beau prendre des oméga 3, de la DHEA, tous les compléments alimentaires que vous pouvez imaginer, on peut pas les réveiller et on peut pas les rajeunir. Et c'est très très dur de lutter contre la nature. Donc voilà. Est-ce que, oui, si je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Il me semble, en tout cas, en lien avec la question que tu as posée précédemment, il me semble que le parcours que tu décris, Tiffaine, pour le coup, justement, est un petit peu différent de celui des femmes que j'ai pu interroger qui étaient en cours de parcours, donc après 40 ans, pour qui se posait cette question du réveil un peu brutal ou de la question de la réalisation d'une infertilité qui aurait dû être anticipée. Je dis ça dans le sens où, toi, si j'ai bien suivi, le diagnostic, il a été à 32 ans, oui, c'est ça, à 32 ans.
Et généralement, par les médecins, à 32 ans, l'infertilité, elle est plutôt considérée comme étant d'ordre pathologique et pas tellement liée finalement à une question d'âge ou d'altération physiologique de la réserve ovarienne. Voilà, ce qui me semble justement montrer la variété illustrer la variété des situations qui peuvent exister entre justement les femmes qui ne vont pas anticiper le fait que l'âge a un impact sur l'altération de la qualité de la réserve ovarienne et que des infertilités vont pouvoir survenir autour des 38, 40 ans, etc. pour cette raison-là, en dehors d'une pathologie du type d'une endométriose par exemple. Et pour lesquels se pose la question de je n'ai pas été informée de cette réalité physiologique-là. Et par ailleurs, le fait de se dire que... on a tendance souvent à articuler le discours sur cette question de l'âge, mais pour autant... la question de l'infertilité, elle peut survenir bien plus tôt, en dehors justement juste d'une absence de question, de se dire je ferai des enfants plus tard, j'ai le temps. C'est vrai que votre parcours, elle illustre le fait que l'infertilité, elle peut être là bien en amont et que la question des bilans de fertilité, etc., elle peut se poser à des âges bien plus jeunes, effectivement, que les 30-35 ans. Quoi. Pour revenir sur ton témoignage, Tiffaine, est-ce que toi, tu ressens une forme d'injustice dans ce qui se passe ? Oui, après, je pense que quand on a des grosses tuiles comme ça, c'est forcément injuste. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage sur M6 sur les enfants de la DAS dimanche soir, mais je me disais, purée, tous ces gens qui ont des enfants et qui n'arrivent même pas qui les livrent à eux-mêmes, et moi, j'ai tellement envie d'en avoir. Je l'aimerais tellement et je peux pas, quoi. En tout cas, pas pour l'instant. Donc oui, c'est dur. Oui. Et Manon, est-ce qu'il n'y a pas une croyance autour de la jeunesse éternelle en se disant on a le temps, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, et qui est mis un peu, qui est à mettre en cause dans cet âge tardif ? En tout cas, ce qu'on observe, c'est souvent un décalage justement entre une certaine connaissance que l'on aurait du fait que, notamment autour de l'imaginaire de l'horloge biologique, il y a un certain délai pour faire des enfants, en particulier lorsque l'on est une femme. Et il faut être à l'écoute de cette notion-là. Il y a tout cet imaginaire-là qui est développé. Mais ce dont témoignent les femmes, c'est que souvent il y a un décalage finalement entre cette connaissance-là et l'ampleur au final de l'altération de cette réserve ovarienne. Et également le fait qu'elle concerne les femmes de manière extrêmement variée, que cet imaginaire de l'horloge biologique est bien loin de l'idée d'une coupure quantitative, mais que c'est donc une altération de la qualité de la réserve ovarienne qui s'altère de manière très progressive. Donc voilà, souvent ce que l'on observe, c'est plutôt une méconnaissance à cet endroit-là. Mais ce n'est pas la seule raison qui fait que les femmes, par exemple, qui sont confrontées à une infertilité après 40 ans, se trouvent dans cette situation. Bien souvent, elles expliquent également qu'elles ont pu avoir des discours, et même c'est parfois une critique de leur part, le fait qu'elles aient pu subir une certaine pression sociale, une certaine injonction, parfois de la part de médecins gynécologues qui leur disaient « mais dépêchez-vous, justement, si vous voulez faire des enfants, c'est maintenant ». Mais de quelle façon cela a parfois pu apparaître en décalage avec finalement la situation dans laquelle elles étaient, soit qu'elles étaient célibataires et qu'elles envisageaient une maternité dans le cadre d'un couple. Et donc disons que la question de la connaissance n'est pas tout. Ce dont elles témoignent, c'est que de toute manière, il y a tout un tas de transformations sociales qui fait que le choix du moment où l'on envisage d'avoir des enfants est également dépendant de tout un tas d'autres critères. Et d'ailleurs, j'aimerais rappeler aussi que ces tables rondes c'est pas une injonction à la maternité, c'est juste donner les clés à toutes les femmes et à tous les couples qui le souhaitent pour avoir des enfants. Et j'ai une autre question pour toi, Manon. Il y a beaucoup de personnes qui disent
que pour régler le problème de l'infertilité en France, qui touche quand même un couple sur 6, il faut juste que les femmes fassent des enfants plus tôt. Ça a beaucoup, c'est beaucoup revenu notamment lors des débats lors de la loi bioéthique l'année dernière. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, effectivement, il me semble que ce sont des discours qui ont été notamment présents au moment de la dernière révision des lois de bioéthique de 2021, et notamment autour de la question de la possibilité d'ouvrir la possibilité d'autoconserver ses ovocytes à toutes les femmes, c'est-à-dire en dehors d'une préservation dans un cadre pathologique, comme dans le cadre d'un cancer par exemple. Et c'est vrai que c'était en débat, donc donner la possibilité aux femmes de congeler leurs ovocytes, notamment pour prévenir le vieillissement et en fait prévenir ce phénomène social qui est qu'elles font des enfants de plus en plus tard et risquent d'être confrontées à une infertilité. Et dans les débats était notamment avancée parfois cette idée selon laquelle finalement elle n'aurait qu'à faire des enfants plus tôt et le problème serait réglé, et que donc il s'agit de choix personnels, individuels, qui seraient plutôt égoïstes, etc. Mais donc lorsque l'on observe les transformations de la société de manière large et sur le temps long, on voit bien que ce phénomène donc, de recul de l'âge à la maternité et aussi à la paternité, donc voilà, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il est ancré depuis des décennies, depuis bientôt un siècle entier. Et ce n'est pas un phénomène qui va aller à rebours, on ne va pas changer justement ces transformations-là, et aussi ce processus d'égalité entre femmes-hommes qui fait je me répète un peu, mais aussi que les conditions qui sont jugées adéquates pour avoir un enfant dans notre société sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, et qu'on ne va pas aller à rebours de ce phénomène-là, et que les femmes ne feront pas des enfants plus tôt pour autant. Voilà. Et l'autre élément peut-être à ajouter là-dessus, c'est que cette idée en tout cas du temps maximal de l'âge maximal auquel les femmes pourraient avoir des enfants, est souvent pensée uniquement en lien avec cette question de la réserve ovarienne. Mais donc, d'autant plus aujourd'hui que l'on permet la vitrification des ovocytes, en fait, cette temporalité-là, elle bouge, on peut la faire mouvoir, et c'est déjà ce qui se passe. Et d'ailleurs, on peut observer que dans d'autres pays européens, comme en Grèce par exemple, l'âge limite pour accéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation est celui de 50 ans. Et la limite qui est mobilisée dans ce cas-là, c'est notamment la capacité gestationnelle des femmes, c'est-à-dire plutôt la capacité à pouvoir porter un enfant et à l'accoucher dans de bonnes conditions, que uniquement cette dimension-là de la réserve ovarienne et donc de la qualité des ovocytes. Bon, c'est complexe aussi comme réflexion à avoir, mais tout ça pour dire que les critères biologiques que l'on prend pour poser des limites aux femmes, ils ont aussi une dimension sociale, et on peut discuter ensemble de savoir ce qui compte. Et un des éléments notamment dont témoignent les femmes que j'ai pu interroger, c'est très clairement le fait qu'à 40 ans, mais elles se sentent jeunes, elles disent mais je suis dans la meilleure période de ma vie en termes de santé, d'énergie, etc. Et à aucun moment elles doutent de leur capacité à pouvoir accompagner cet enfant sur le temps long, à pouvoir l'élever, etc. etc. Et j'ai une dernière question pour essayer d'expliquer cet âge tardif du premier enfant. Dans le plan national de fertilité rendu par le professeur Amama, qu'on va avoir tout à l'heure, la sociologue Charlotte Debest explique que dans les représentations collectives, la parentalité exige une disponibilité totale pour être, je cite, un bon parent et notamment une bonne mère. Est-ce que nos vies en 2022, elles ne sont pas juste incompatibles avec le fait d'avoir des enfants, et qu'on a l'impression que c'est finalement jamais le bon moment? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Réponse libre. En tout cas, ouais, il me semble que je suis déjà un petit peu allée dans le sens de cette affirmation par rapport ne serait-ce qu'à la description du fait que
les conditions à la bonne parentalité ne font que s'accroître. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement être en couple. D'ailleurs, l'on peut ne pas être en couple pour envisager d'avoir un enfant. Ce n'est pas seulement avoir une bonne stabilité économique, professionnelle, avoir un certain âge jugé adéquat, etc., etc. Mais aussi, vraiment j'insiste là-dessus, tout l'épanouissement personnel, le fait de profiter de sa vie à soi avant d'envisager d'avoir une famille, d'avoir voyagé, etc., en particulier pour les classes sociales plus élevées, sont des dimensions qui n'existaient pas auparavant, ou si l'on revient au milieu ou seconde moitié du XXe siècle, juste la question d'avoir un enfant ne se posait pas. C'était une étape évidente d'épanouissement personnel. Et ce que l'on voit, c'est que cette idée d'épanouissement personnel, elle passe effectivement par d'autres critères, et qu'aujourd'hui, il y a l'idée, et il me semble que ce sont notamment les travaux de Charlotte de Best qui travaillent sur les femmes qui font le choix volontaire de ne pas avoir d'enfants. Il y a l'idée que l'épanouissement passe également par d'autres choses dans la vie, et que finalement, avoir un enfant n'est pas un but partagé par tout le monde et qui serait absolument inévitable. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation, dans une évolution de la société qui fait que finalement on a un plus large choix. C'est de plus en plus dissible, et parce que c'était vraiment un tabou très fort auparavant, que de pouvoir dire que l'on ne souhaite pas avoir d'enfants. Mais on a aussi de plus en plus de désirs variés, etc., et qui font que le moment aussi d'avoir un enfant tente à bouger. Merci beaucoup, Manon. Il nous reste encore quelques minutes. Tiffaine, est-ce que tu aurais un message à passer pour toutes les femmes qui nous écoutent, peut-être un message de prévention, je ne sais pas, ou... Oui, mais c'est pas forcément un message pour les femmes, parce qu'en fait, ce qui ressort de cette conversation, c'est qu'on parle encore beaucoup des femmes, mais en fait, on ne parle pas des hommes. Et il y a quelque chose qui se trame en filigrane aussi, dont on n'a pas du tout, dont on a un peu parlé ce soir, mais c'est aussi que la dynamique des relations amoureuses a changé aujourd'hui, et les gens se mettent en ménage plus tard, les gens ont peur de s'engager, etc. Et ce que les hommes ont tendance à oublier, c'est que nous, les femmes, effectivement, l'horloge biologique, c'est une réalité, et qu'en fait, si en étant avec une femme qui a 34 ans, ils savent qu'ils ne s'engageront pas, il faut abréger ses souffrances et en fait juste la laisser aller faire des enfants avec quelqu'un qui le voudra. Non mais c'est vrai, et je pense que c'est important de responsabiliser les hommes par rapport à ça aussi. J'ai l'impression de jeter un pavé dans la mare, mais c'est vrai que on n'en parle pas du tout, et en fait il faut sortir, c'est pas que la responsabilité des femmes, c'est aussi la responsabilité des hommes Mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Non, exactement, et je pense que c'est un sujet. Totalement. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci. Donc on va passer à la deuxième table ronde. Docteur Nadia Kazdar, si vous pouvez venir, et docteur Sedbon, s'il vous plaît. Merci de les applaudir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Du coup, avec vous, on va parler des bases un petit peu médicales sur comment sait-on qu'on est infertile. Vos micros sont ouverts, c'est bon. Merci. C'est bon, c'est ouvert. Du coup, docteur Sedbon, docteur Kazdar, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors bonjour à tous, moi je suis le docteur Kazdar Nadia, je suis responsable du laboratoire de fécondation in vitro Hello Unilabs de la clinique Pierre Chéreste, et je remercie Gédéon Richter pour l'organisation et Maya Medeb de cette soirée. Voilà, donc moi je suis Éric Sedbon, gynécologue et spécialisé dans la fertilité depuis plus de 30 ans. Je dirige le centre de procréation médicalement assistée de l'hôpital américain. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Déjà, première chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre la fertilité, l'infertilité
et la stérilité qui n'est pas la même chose? Alors l'infertilité, elle se définit par des difficultés à concevoir. L'OMS a émis une définition qui dit qu'on est infertile quand on n'arrive pas à concevoir après 12 mois de rapports sexuels réguliers. Donc l'infertilité, c'est pas irréversible, alors que la stérilité, ça signe une infertilité qu'on ne peut plus corriger. D'accord. Et du coup, la stérilité, c'est définitif, contrairement à l'infertilité où il y a des solutions? Alors, il y a toujours une solution à tout. Il faut être très, très rassurant. D'abord, la stérilité définitive, elle est assez rare. C'est assez rare. Et nous, les médecins, on a toujours un tuyau, on a toujours une solution. Et je pense que plus ça va aller, et plus on aura des solutions. J'étais très intéressé par le côté sociologique de la norme procréative qui évolue. Et effectivement, ça évolue. Et ça évolue aussi avec la science. Et si on en est là, c'est aussi grâce au fait qu'on a à vous proposer une procréation médicalement assistée qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc la stérilité définitive, je pense, va reculer. Est-ce que vous pouvez nous donner des cas de personnes stériles et de personnes infertiles? Alors, pour parler un peu des hommes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des femmes, et je suis étonnée de voir autant de femmes dans la salle et très peu d'hommes, alors que la part de l'infertilité chez les couples, elle est d'origine masculine et féminine à égalité. Alors moi, j'ai un exemple de stérilité, mais qui peut se corriger, comme l'a dit le docteur Sedbon, avec un don de spermatozoïdes. Il y a certaines anomalies génétiques chez les hommes qui signent la stérilité, parce qu'on sait que ces anomalies génétiques empêchent les hommes de produire des spermatozoïdes. Donc dans ce cas-là, le seul recours qu'ils ont pour la parentalité, c'est d'avoir accès à un don de sperme. Pour rebondir sur ce qui s'est dit avant, parce que c'est vraiment important et les messages et les informations sont extrêmement importantes à développer, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour faire un bébé. Et il ne faut pas dépasser ce temps-là, il faut avoir conscience que ce temps existe. Et pour en avoir conscience, il faut avoir les informations. Le désir d'enfant, c'est d'abord dans la tête, c'est un projet en général d'un couple, mais ça peut être aussi une femme seule, on l'a dit tout à l'heure. Et ce projet-là, il faut savoir qu'il faut l'avoir à un certain moment de sa vie, comme quand on est à l'école et qu'on a 6-8 ans, il faut apprendre certaines choses. Quand on est à l'université, on apprend certaines choses. Il y a un moment donné, il y a ce temps de la procréation qu'il ne faut pas dépasser. Et il y a vraiment un problème d'âge. Nous, tous les professionnels, dans le monde entier, dans tous les pays du monde, tournent autour du problème de l'âge. Donc c'est sûr qu'il y a une information à faire passer de ce côté-là. Et si on revient sur des choses vraiment très basiques, Tiffaine nous a parlé de réserve ovarienne. Comment est-ce que fonctionne la fertilité de la femme? Alors ça, c'est très important. Il y a une grosse différence entre la réserve ovarienne et la qualité des œufs qu'on va fournir. On peut avoir une très faible réserve et avoir une fertilité normale. Ça n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est une réserve ovarienne pour ceux qui ne savent pas? La réserve ovarienne, c'est ce que l'on voit à l'échographie lorsqu'on fait une échographie et que l'on compte le nombre d'œufs qu'on peut voir dans les ovaires et qu'on peut corréler avec certains dosages hormonaux sanguins. Mais ça n'a pas de valeur. Si on ne faisait pas ces examens-là, on ne serait pas en faute. Je veux dire, le plus important, c'est pas le nombre d'œufs, c'est la qualité des œufs qu'on va fournir. Et cette qualité des œufs, elle est directement en fonction de l'âge. Donc on peut avoir très peu de follicules et de très bonne qualité, comme l'inverse est possible, finalement. Exactement. On peut avoir beaucoup de follicules à 40 ans et ça ne fonctionne pas, et très peu de follicules à 20 ans et ça fonctionne très bien. Et quels sont les principaux signes d'infertilité? Par exemple, des cycles menstruels anormaux, des règles douloureuses?
Il y a plusieurs causes d'infertilité chez la femme. On peut définir l'infertilité quand on essaye de tomber enceinte. Après, il y a des signes qui peuvent orienter vers une cause ou une autre. Par exemple, une femme qui a des cycles très courts, inférieurs à 28 jours, en général, ça peut orienter vers une insuffisance ovarienne. Il y a certaines femmes qui ont des cycles très très longs, de 30-35 jours. Ça oriente vers un syndrome des ovaires polykystiques. Et puis, il y a des symptômes cliniques qui peuvent nous orienter vers une endométriose, qui est aussi un facteur de risque d'infertilité. Il y a autre chose aussi de très important, c'est que autant il y a un temps pour la procréation, autant on ne sait pas quelle est sa fertilité. On ignore soi-même quelle est sa fertilité et on ignore également la fertilité de son compagnon. Donc c'est vrai que là, il y a un inconnu qu'il faut probablement découvrir assez rapidement lorsqu'on a décidé que le projet d'enfant était venu. Et dans votre patientèle, quelles sont les causes qui reviennent souvent au niveau de l'infertilité ? Alors les causes sont mixtes, hein. C'est à la fois féminine ou masculine, ou si, alors après ça peut être également des couples de femmes, donc les Bien couples sûr. de femmes peuvent être également infertiles. Les causes les plus fréquentes sont effectivement aujourd'hui c'est beaucoup l'endométriose, beaucoup les insuffisances ovariennes, probablement des phénomènes, mais c'est difficile de le prouver, des phénomènes toxiques environnementaux qui interviennent sur une baisse de la fertilité. De base, l'espèce humaine est très peu fertile. Il y a des espèces animales où ça marche à tous les coups à 100%. L'espèce humaine, c'est 30%. C'est pas 100%. Donc c'est vraiment une espèce très peu fertile. Et là-dessus viennent des pathologies. Alors ça peut être des pathologies de l'ovulation, comme l'a dit Nadia. Ça peut être des toxiques environnementaux, ça peut être l'endométriose, ça peut être des problèmes de sperme, hein, des problèmes masculins qui sont alors que tout va bien chez la femme. Donc c'est important de pouvoir savoir que on ne sait pas et que le jour où on décide, il va falloir faire un certain nombre d'investigations après un certain délai d'attente. Et du coup, vous avez évoqué le syndrome des ovaires polykystiques, du coup le SOPK. Est-ce que ça aussi c'est une cause d'infertilité ? Alors oui, c'est une cause d'infertilité, pour la bonne raison qu'au lieu d'ovuler tous les mois, on peut ovuler tous les 3-4 mois, et donc ça va prendre beaucoup plus de temps pour avoir le bébé. Docteur Casdar, vous voulez ajouter quelque chose peut-être sur le SOPK ? Alors, je voulais juste rajouter quelque chose dans les causes d'infertilité. Il y a aussi tout va bien chez l'homme, tout va bien chez la femme. On ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on parle de causes idiopathiques parce qu'on n'a aucun argument ni du côté de la femme ni du côté de l'homme pour signer une cause spécifique. Là, il y a une question sur Zoom d'une personne qui nous demande comment est-ce qu'on peut savoir si les ovaires sont de bonne qualité ? Le meilleur moyen de savoir si les ovaires sont de bonne qualité, c'est d'essayer de tomber enceinte. C'est ça. Donc en fait, malheureusement, c'est ça. Ouais. En fait, on va savoir au moment d'essayer, quoi. Exactement. Ouais. Non, la qualité, non. La quantité avec la réserve ovarienne, oui, mais la quantité, la qualité, non. Et comment est-ce qu'on peut savoir si on a un trouble de la fertilité, du coup, qui n'est pas la même chose que la qualité des ovaires ? Donc ça, c'est le délai à l'obtention de la grossesse. Si c'est long, c'est qu'il y a un problème. Long, ça veut dire quelques mois. Hein. C'est-à-dire que c'est 12 mois, c'est ça ? C'est 12 mois. C'est 12 mois à 25 ans, mais on ne va pas attendre 12 mois à 40 ans. Okay. Et est-ce qu'il y a des dépistages ? Si oui, comment est-ce qu'ils se déroulent pour savoir si on est infertile ? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut se dépister ? Alors, ça existe déjà ? Oui, ça existe. Est-ce que peut-être qu'on peut en parler ? Oui, il y a pas mal de centres de FIV qui font ce qu'on appelle des check-up fertilité, qui consultent, où les femmes vont consulter pour avoir une idée de la réserve ovarienne. Mais il faut être très prudent avec ça, parce que comme l'a dit le docteur Sedbon, une AMH faible ne signe pas une infertilité. Et ça peut être un peu stressant pour les femmes de se faire dépister alors qu'elles n'ont jamais essayé de tomber enceinte.
Donc c'est des tests qui existent, mais qui ne sont pas fiables à 100%. Non, c'est fiable, mais on peut pas dire à une femme qu'elle est infertile alors qu'elle n'a pas essayé, de tomber enceinte et parce que sa réserve ovarienne est basse. On a une autre question sur Zoom. À quoi est due la mauvaise qualité ovarienne? Est-ce que c'est génétique, environnemental? C'est très difficile de répondre à la question. Alors ça peut être génétique, ça peut être environnemental, ça peut être alimentaire, nutritionnel, ça peut être des modes de vie, ça peut être le tabac, ça peut être beaucoup de choses. Et en réalité, il y a beaucoup d'études là-dessus et beaucoup d'études qui visent à améliorer cette qualité ovocytaire, si tant est qu'on puisse le faire. Mais je ne suis pas du tout inquiet, un jour on y arrivera. Et prenons un exemple. Imaginons, j'ai 33 ans et je n'ai aucun projet d'enfant à court ou moyen terme. Quelle solution s'offre à moi et qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, comme l'a dit le professeur Amama, moi j'encourage toutes les femmes avant 35 ans, quelle que soit la réserve ovarienne, d'aller congeler des ovocytes, parce que même à réserve ovarienne normale, la qualité ovocytaire est meilleure avant 35 ans qu'après qu'à 36, 37 ans. Donc la congélation, c'est une bonne alternative pour différer le projet parental. Et comment ça se passe en quelques mots la congélation d'ovocytes? Donc il y a un protocole de stimulation avec 10 à 15 jours d'injection d'hormones pour faire maturer les ovocytes. Et à l'issue de ces 10 à 15 jours d'injection, la patiente va au bloc opératoire. Elle fait une intervention qui est très rapide de prélèvement ovocytaire et qu'on récupère au laboratoire et puis on les congèle. Et est-ce que sur ces sujets-là, on en a un peu évoqué auparavant, mais est-ce que sur ces sujets de fertilité, toutes les femmes sont à égalité? Non, à égalité, toutes les femmes ne sont pas à égalité, ça c'est sûr. Je rappelle pour la congélation ovocytaire que la loi a changé. La loi française autorise maintenant cette congélation à partir de l'âge de 29 ans jusqu'à l'âge de 37 ans. On peut discuter ces âges-là, mais je trouve que c'est pas mal, effectivement, de ne pas trop se précipiter sur la congélation d'ovocytes qui, le plus souvent, et pour se rassurer, l'idée c'est de ne pas utiliser justement ces ovocytes, mais d'avoir une assurance, d'avoir quand même de côté un certain nombre d'ovocytes au cas où. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas les utiliser, d'avoir un parcours qui permettrait d'avoir un enfant sans l'utilisation de ces ovocytes. Voilà. Donc ça, en tout cas, je suis d'accord que cette loi nous a permis de faire un grand pas en avant, mais évidemment, toutes les femmes ne sont pas égales. Si c'est pour répondre à votre question, toutes les femmes n'ont pas la même fertilité, ne sont pas égales face à la possibilité de procréer. Et les hommes peuvent-ils préserver leur fertilité également? Alors oui, comme pour les femmes, les hommes peuvent faire un spermogramme parce qu'on sait qu'il y a certaines anomalies génétiques chez l'homme qui provoquent des spermogrammes qui sont pas très bons, avec des paramètres spermatiques altérés. Et on sait que ces paramètres spermatiques peuvent s'altérer avec le temps. Alors ils peuvent congeler du sperme s'ils sont dans le cas d'une altération sévère du spermogramme. Et est-ce qu'on peut se prémunir de l'infertilité quand on est jeune? Est-ce qu'il y a des bons gestes à adopter? Je ne sais pas. Une vie saine. D'accord. Du sport. Ok. Et puis l'évitement des perturbateurs endocriniens, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de publications qui sortent sur l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur la santé reproductive de la femme et de l'homme. Et ça, je pense que c'est un sujet auquel il va falloir s'intéresser de plus près. Et comme l'a dit le professeur Amama dans le plan national de fertilité, pourquoi pas faire dans les produits, par exemple cosmétiques, alimentaires, un petit sigle reprotoxique pour dire attention, ce produit contient des molécules, des perturbateurs endocriniens qui peuvent altérer votre fertilité. Est-ce que juste vous pouvez expliquer ce que c'est un perturbateur endocrinien, s'il vous plaît? C'est une substance chimique qui va modifier
des phénomènes biologiques qui sont impliqués, en particulier dans la fertilité, et qui va les modifier de façon un peu insidieuse et sournoise. Voilà. Par exemple, il y a des perturbateurs endocriniens qui miment des hormones, des hormones naturelles, et qui vont fausser certains circuits biologiques et chimiques qui vont donc aboutir à une altération du produit final. Et donc ça, ces perturbateurs jouent sur la baisse de fertilité qu'on observe actuellement en France et dans le monde? Oui, elle joue sur la baisse de la fertilité, elle joue aussi sur l'altération de la qualité ovocytaire. Et surtout du spermatozoïde, dont la qualité a baissé de 50% en un demi-siècle. Exactement. Tout à fait. On constate depuis plusieurs décennies que la fertilité masculine ne cesse de diminuer. Et comment est-ce qu'on peut améliorer sa fécondité, sa fertilité? Est-ce qu'il y a des gestes adoptés en amont, ne pas boire trop d'alcool, éviter les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans les shampoings, les cosmétiques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Non. À part avoir une hygiène de vie, une alimentation équilibrée, ne pas fumer, éviter les toxiques, éviter l'exposition aux perturbateurs endocriniens qu'on rencontre dans nos vies quotidiennes, corriger les carences, par exemple la carence en vitamine D dont on sait qu'elle peut avoir un impact sur la fertilité. Déjà, si la femme et l'homme respectent tout ça, ça fait une bonne part du travail. Et on entend beaucoup aussi parler de l'infertilité inexpliquée, qui concerne quand même un couple sur 3. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça signifie? Alors, l'infertilité inexpliquée, par définition, c'est une infertilité pour laquelle on n'a pas d'explication. Très souvent, c'est après un certain délai d'essai de fertilité, enfin de procréation que les couples arrivent, et les professionnels ne trouvent pas de raison vraiment probante, évidente à l'infertilité, sauf que ça fait un certain temps que ça dure et que du coup, il y a forcément quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, c'est ça l'infertilité inexpliquée, c'est assez classique et fréquent chez nous. Et du coup, il faut faire une procréation médicalement assistée parce qu'il y a forcément une raison, même si on ne la trouve pas. Et est-ce que vous avez une approche psychologique pour annoncer à un couple qu'il est infertile? Parce que j'imagine que c'est quelque chose qui doit être assez dur dans votre quotidien. Alors, l'approche psychologique, elle est fondamentale, bien sûr. Il est clair que... d'abord, on n'annonce pas à un couple qu'il est infertile. Le couple vient parce qu'il a testé sa fertilité et que du coup, ça ne vient pas. Mais on ne dit pas au couple, ça y est, vous êtes infertile. C'est pas ça. Le couple arrive avec un certain délai d'essai et nous, les professionnels, on essaie de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'expliquer ce qui se passe et de trouver des solutions. Mais en général, on ne dit pas aux gens vous êtes infertile. C'est pas un diagnostic. On est là pour trouver des solutions. Donc c'est pas une annonce comme on pourrait annoncer une maladie grave ou un cancer ou des choses comme ça. Où là vraiment il faut prendre des précautions. Non, on est devant un fait accompli qui est un délai assez long d'obtention de la grossesse. Et donc, on est là pour trouver des solutions et pour aider par la procréation médicalement assistée. Et heureusement qu'elle existe, cette procréation médicalement assistée, pour raccourcir le délai d'obtention de la grossesse, qui pourrait d'ailleurs arriver spontanément si on attendait un peu plus. Mais on veut raccourcir ce délai d'obtention à la grossesse. Et il n'y a pas d'annonce d'infertilité ou de stérilité ou de choses comme ça. C'est juste un accompagnement dans le désir et dans le projet d'enfant. Docteur Kasdar, est-ce que vous avez une approche particulière pour parler à ces couples? Une approche particulière, on essaye toujours d'expliquer, de les rassurer en disant qu'il y a des solutions derrière. Pour moi, ce qui me paraît un peu plus difficile, c'est les patientes qui sont en échec de fécondation in vitro. C'est des couples qui sont épuisés, qui ont un parcours qui est un peu long
Et là, voilà, c'est à ces moments-là qu'il faut prendre plus le temps avec eux, d'expliquer les choses, d'essayer de les rassurer, parce que ces annonces-là, elles sont, à mon sens, beaucoup plus difficiles qu'au début de la prise en charge. J'ai une question là qui vient de tomber également sur Zoom, de Caroline qui nous dit « Vu les délais d'attente pour la congélation d'ovocytes et les inégalités de prise en charge avec les déserts médicaux, 14 départements sans gynécologues médicaux, y a-t-il d'autres moyens de prévention, des moyens notamment plus démocratiques ? La généralisation des bilans de fertilité préventifs par d'autres professionnels de santé n'a-t-elle pas ici un rôle à jouer ?» Alors, il y a des délais d'attente, il y a des régions en France qui sont dépourvues de centres de FIV. Oui, il y a des solutions, ouvrir la congélation aux centres privés, par exemple, qui sont totalement exclus de cette possibilité de prise en charge. Et puis, sinon, si la patiente a 36 ans et 5 mois, alors que la congélation, elle se fait qu'après l'âge limite de 37 ans, moi, je n'hésite pas à les orienter en Espagne parce que le délai est long et qu'après 37 ans, elles n'ont plus la possibilité de le faire en France. J'ai d'autres questions également. Est-ce qu'on dit souvent que, par exemple, le téléphone portable dans la poche du jean peut baisser la fertilité? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fake news? Il y a une part de vérité. Il y a eu des études très précises sur les ondes qui sont dégagées par les téléphones portables. Et je crois que maintenant, les fabricants de téléphones portables sont soumis à des normes très strictes de rayonnement qu'il ne faut pas dépasser. Donc on évite de mettre son iPhone dans sa poche? Si on peut éviter, c'est mieux. Les jeans très serrés, c'est autre chose. C'est parce que ça comprime. Et ce ne sont pas des ondes, mais effectivement, c'est pas bon de comprimer les testicules, parce que les ovaires, c'est plus difficile à comprimer. Et on dit aussi que la pilule contraceptive, enfin c'est des choses qu'on entend, la pilule contraceptive a un impact sur la fertilité. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est faux. Ouais, c'est faux. Ça, c'est faux. En fait, il y a certaines patientes qui arrêtent, donc qui commencent la pilule très tôt, qui arrêtent la pilule quand elles désirent d'avoir un enfant, et puis là, elles se rendent compte qu'elles ont des difficultés à avoir des enfants, elles se rendent compte qu'elles ont des cycles irréguliers, mais probablement que ces cycles irréguliers étaient déjà présents avant le début du commencement de sa pilule, mais comme elle n'était pas dans ce projet-là, elle n'y faisait pas spécialement attention. Moi, je vais juste revenir sur les échecs de la procréation médicalement assistée. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette procréation médicalement assistée, mais on ne peut pas tout faire. Il faut le savoir, il y a des échecs, parfois des échecs qu'on ne comprend pas, mais la procréation médicalement assistée ne résout pas tout. On l'a, heureusement qu'on l'a, elle progresse, on fait des progrès, mais il y a des cas où on ne peut pas aller plus loin. Pendant qu'on est dans les fake news, Charlène demande, dans le cas de la prise du traitement Roaccutane, donc contre l'acné, prescrit par les dermatologues en cas d'acné sévère, connaissez-vous un lien de cause à effet entre la prise de ce traitement et une mise en péril de la fertilité, pour reprendre ces mots? Pas de mise en péril, mais c'est un effet toxique sur une grossesse éventuelle. Alors du coup, cette prescription-là s'associe obligatoirement à une contraception. Okay. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose éventuellement, vu qu'on a quelques minutes. Il y a des questions dans la salle. C'est après les questions? Oui, les questions, c'est après. Bon, on peut en prendre une si vous voulez, juste le temps de... S'il y en a une seule, c'est bon. Bonsoir, merci pour cette intervention super intéressante. Moi, je suis atteinte d'endométriose, j'ai eu un cycle de FIV compliqué et je voulais savoir si les ponctions s'adaptaient en fait aux femmes qui avaient des lésions, si vous adaptiez vos gestes ou pas lors de la ponction. Parce qu'en fait, après ma ponction, j'ai eu des suites un peu compliquées au niveau de la vessie parce que j'ai des lésions postérieures. La gynéco m'a expliqué qu'on a dû écraser ma vessie pour maintenir mes ovaires et du coup, j'ai eu des douleurs pendant 10 jours vraiment intenses. Et donc je voulais savoir si c'était juste pas de chance ou si mes IRM n'avaient pas été lus. Non,
C'est pas que c'est pas de chance, c'est que cette pathologie-là, elle est assez complexe et souvent elle colle les organes les uns avec les autres. Et donc la ponction qui se fait sous contrôle échographique, c'est juste un contrôle échographique, c'est pas un contrôle visuel direct. Parfois, effectivement, elle est gênée par ces accolements et ça peut entraîner des douleurs après. Mais c'est pas de chance ou l'IRM a été mal lu ou non. C'est que voilà, les organes sont positionnés, la position des organes a été modifiée par la pathologie et par les accolements. On peut prendre un deuxième chemin si le premier chemin n'a pas été... C'est pas toujours facile parce que le chemin le plus direct, il est parfois le seul. Donc on ne peut pas prendre facilement un autre chemin. Et j'ai une deuxième question qui concerne du coup Covid, que j'ai attrapé au tout début de mon traitement, pendant la mise au repos des ovaires sous Synarel. Donc j'ai eu un prolongement de 15 jours et j'ai eu une ponction un peu catastrophique avec seulement un bon follicule et 5 vides et un dégénératif. Et donc la théorie de ma gynéco, qui est quand même très réputée, était qu'à cause du Covid, on a eu une qualité ovocitaire qui s'est dégradée et qui a entraîné une ponction un peu catastrophique. Alors ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on est deux et qu'on a le spécialiste du laboratoire et le spécialiste clinique. Et donc là, c'est une question pour le spécialiste du laboratoire. Est-ce que le Covid diminue la qualité ovocitaire ? Alors moi j'ai beaucoup lu sur le sujet parce que j'avais un topo à faire à un congrès et du coup j'ai dû me mettre à lire toutes les publications et dans les publications il n'y a rien qui ressort sur l'impact du Covid, que ce soit sur les chances de grossesse naturelle ou sur les taux de grossesse en fécondation in vitro. Donc là je dirais que c'est un coup de pas de chance. On m'a dit soit c'est un problème de l'opérateur qui a mal aspiré, soit c'est un problème de traitement, soit c'est le Covid, mais c'est plutôt le Covid, donc bon, on verra au deuxième cycle. Merci. Après, on ne sait pas tout. Hein. J'ai encore 2 questions sur Zoom, mais après on va passer à autre chose. Mouna nous demande, quand l'infertilité est inexpliquée scientifiquement, est-il important de s'intéresser au côté psychologique pour trouver une solution ? Alors oui, le côté psychologique, il est important. Alors on ne sait pas trop comment il intervient, mais c'est sûr qu'il intervient. Il y a des... Pour parler des femmes, parce que les hommes, je ne sais pas s'ils arriveraient à arrêter leur spermatogénèse, mais il y a des femmes qui arrêtent leur ovulation après des traumatismes psychologiques et qui ont des perturbations de règles. Donc il y a un effet... vous savez, la chaîne, elle va d'en haut jusqu'en bas, donc ça part du cerveau et ça arrive sur les ovaires. Donc il y a un effet psychologique qui peut intervenir. Il est difficile de l'appréhender scientifiquement aujourd'hui, mais on travaille dessus et je pense qu'il y a une réalité derrière ça. Est-ce que du coup vous conseillez d'aller consulter des sophrologues, psychologues, etc. Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait être mis en place aussi, l'ouverture... la mise à disposition de ces médecines-là, ouais. Moi, oui, bien sûr, j'encourage des femmes. Il y a eu plusieurs publications qui ont évalué l'impact, par exemple, de l'acupuncture, qui a été la méthode la plus étudiée dans la prise en charge de l'infertilité et qui a montré des résultats très positifs sur les taux de grossesse après fécondation in vitro. Donc, bien sûr, moi, j'encourage les femmes à aller faire de l'acupuncture ou de l'hypnose. Okay, le bien-être de la personne dans sa peau. Évidemment. Mais ce n'est pas seulement pour la fertilité, il est bon pour le cœur, il est bon pour l'ensemble de l'organisme en fait. Et j'ai une toute petite dernière question de Alain qui nous demande donc dans le circuit PMA, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de léger saignement, mal de ventre et de dos en début de grossesse, 15 jours ? En début de grossesse. Donc saignement, mal de dos en début de grossesse. Alors ça c'est assez fréquent. Okay. Et il ne faut pas s'inquiéter, donc il faut faire une échographie pour vérifier que la grossesse va bien et essayer de ne pas trop s'agiter, c'est-à-dire pas faire de sport, voilà. Et en général, ça se tasse tout seul. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et maintenant, on va accueillir donc pour la 3e table ronde Pauline Pélissier, co-auteure du livre Génération infertile.
et professeur Amama, auteur du plan national de fertilité. Merci de les applaudir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez commencer, voilà, une fois n'est pas coutume, par vous présenter? Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Pauline Pellissier, donc j'ai 35 ans, je suis journaliste indépendante à Paris. Je suis la co-auteure d'un livre qui s'appelle Génération infertile, qui est sorti en mars dernier. Et si je me suis intéressée à ce sujet, c'est parce que, comme beaucoup de gens qui écrivent sur des sujets, j'ai été concernée par l'infertilité et donc j'ai fait un parcours de PMA en 2018-2019. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions et du coup le livre apporte des réponses aux questions que je me suis posées. Et j'ai coécrit ça avec un autre couple de journalistes qui est aussi passé par ce parcours-là. Et pour réaliser ce livre, en fait, on a fait un questionnaire auprès de 500 personnes, dont 5 hommes sur les 500 personnes, ça veut aussi dire quelque chose. Et donc Ils doivent être aussi nombreux dans la salle ce soir. Hein. Voilà, c'est à peu près représentatif. Donc merci à ceux qui sont là en tout cas. Puis on va espérer qu'il y en ait beaucoup derrière l'ordinateur, seuls ou avec leur compagne. Ce serait un peu réjouissant de savoir qu'ils sont là aussi. Bonsoir, je suis professeur des hôpitaux, chef de service de médecine et biologie de la reproduction au CHU de Montpellier, président du Conseil national des universités pour la médecine et biologie de la reproduction, en charge de nommer les futurs professeurs agrégés en médecine de la reproduction et gynécomède. Vous pouvez mettre juste le micro un peu plus vers vous, comme ça on vous entend bien. Ah, pas de problème. Vous m'entendez là? Ouais. Je recommence. Bien. Je suis professeur des hôpitaux au CHU de Montpellier. J'étais à la Paix de Paris avant. J'ai muté il y a une vingtaine d'années, chef de service aujourd'hui en médecine et biologie de la reproduction, président du Conseil national des universités en charge de nommer des futurs agrégés en médecine de la reproduction et puis auteur du premier plan national de lutte contre l'infertilité. Oui. C'est important. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce plan, quand est-ce que vous l'avez rendu, ce qui était dit dans les grandes lignes, histoire qu'on sache. Mais si vous me permettez, avant de parler du plan, je voudrais quand même, parce que le première et la deuxième table étaient extrêmement intéressantes, qu'est-ce qu'il ressort de ce que j'ai entendu? 3 mots, l'angoisse, le stress, la difficulté de parcours de soins, et puis enfin on a mentionné la prévention. Et justement, c'est le but du plan national de lutte contre l'infertilité, où non pas réduire ou limiter l'accès à l'assistance médicale à la procréation, mais tout simplement, c'est de permettre d'alléger l'angoisse, le stress, parce que je vous rappelle, l'infertilité est considérée dans le ressenti. Imaginez le ciel vous tombe sur la tête, que vous ayez un bac, que vous ayez un bac plus 10 ou un bac plus 25 ou sans bac. Donc autrement dit, c'est quelque chose d'extrêmement mal perçu, considéré anciennement comme une maladie honteuse, et puis ça touche à l'intime, ça touche à Dieu, ça touche à la famille, ça touche à la société. Donc l'accumulation de tout ça fait que quand on essaye de faire un enfant et qu'on n'arrive pas, c'est là où il n'y a plus de vie du couple. Et donc, on va vivre entre 2 rendez-vous médicaux, 2 prises de sang, et puis on attend. Donc, ces plans-là a pour but déjà commencer par dire, identifions les causes de l'infertilité. Je suis là, je suis la petite technicienne. Pardon. Un petit problème de micro, je crois. Non, voilà, faut pas appuyer. Et j'ai pas touché. Bien. Donc, identifions les causes. Et qu'est-ce qu'on a entendu les 2 précédentes tables rondes? Les causes sociétales, on a longuement parlé de l'âge. Les causes environnementales, on a parlé un peu de perturbateurs endocriniens, et puis les causes médicales. Et donc l'association de 3, la question aujourd'hui est la suivante pour les causes sociétales. Est-ce que notre société contemporaine est prête à permettre à une femme de combiner entre sa vie de femme et sa vie professionnelle? Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, la réponse est non. La réponse est non parce qu'on a applaudi, et la France, je dirais, il faut remercier, rendre hommage à Mme Simone Veil avec la loi sur l'IVG dans les années 70, mais on n'a pas organisé la vie pour une femme pour qu'elle puisse, je dirais, profiter pleinement de sa santé sexuelle.
À partir de là, on a voté la loi sur l'IVG, mais on a zappé sur l'infertilité, sur sa santé reproductive. Je préfère parler de la santé reproductive. La France, aujourd'hui, elle s'est dotée de 4 plans santé sexuelle. Le dernier en date remonte au 4 décembre dernier. On vous parle de l'IVG, on vous parle de contraception, on vous parlait des infections sexuellement transmissibles, mais on cite la santé reproductive, mais il n'y a rien dedans. Donc pour une fois, il y a 2 plans nationaux de santé environnement. On vous balance à la longueur de journée des perturbateurs endocriniens, alors que dans la vie quotidienne, au quotidien, nous sommes exposés à plus d'une centaine de molécules chimiques, dont certains ont le statut de perturbateurs endocriniens. Et enfin, on a oublié complètement que les femmes font de plus en plus des études longues, et tant mieux. Le temps qu'elles finissent ses études, qu'elles trouvent le prince ou la princesse, qu'elles visent un poste, on va lui dire surtout pas, c'est pas le moment que vous tombiez enceinte. Et après, même quand il est enceinte, il dit mais aurais-je le moyen de payer la place dans les crèches? Donc, oui, ça, on en a un peu parlé pendant la première table ronde, c'est les points qu'on a abordés. Tout ça pour dire que les causes sociétales, on a les solutions dans nos mains, qu'on peut régler certains et simplifier la vie aux femmes. Okay. Et aux hommes aussi. Et d'un point de vue prévention, du coup, vu que c'est un peu le thème de ce soir, à quel âge, selon vous, on doit commencer à s'intéresser à notre fertilité? Moi, je pense qu'il faut quand même rendre hommage à cette loi qui a été promulguée l'année dernière, le 2 août 2021. C'est une mini-révolution. C'est vrai, on n'a pas tellement parlé parce qu'on était toutes et tous en vacances, mais ne serait-ce que pour l'élargissement des indications de l'accès à l'AMP, et puis la prévention, pour une fois, autoriser l'autoconservation pour les hommes ou pour les femmes, comme ça a été dit, pour une indication non médicale. Parce que jusqu'alors, la préservation n'était autorisée que pour une indication médicale, pour une maladie grave, avant traitement potentiellement stérilisant. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve, pour une fois, il faut parler de la prévention. C'est quoi la prévention? On a auditionné plus de 130 personnes morales et physiques, en présentiel et à distanciel. Et je rends hommage à Madame Salomé Berliot qui a participé, qui était avec moi comme co-auteur pour ces plans-là. Et qu'est-ce qui ressort? 6 axes. Le premier, informer et éduquer. Et quand je dis informer et éduquer, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On a regardé parmi les personnes morales qu'on a interviewées, auditionnées, 6 cabinets ministériels, et parmi lesquels l'éducation nationale. Je crois que la prévention ne commence pas à 25 ou 29 ans. Tiens, j'ai envie d'avoir une idée sur ma réserve ovarienne, et puis mettre en banque quelques ovocytes. Il va falloir commencer dès le collège. Et quand on creuse aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au collège? Il y a 1 heure de cours au bon vouloir de prof ou de proviseur. Et souvent, on ne cite même pas la santé reproductive. Donc, attendons-nous bien, le but, c'est ni moraliser, ni culpabiliser, ni paraître pronataliste. Il faut informer. Informer, ça a été dit par les précédents intervenants, l'hygiène de vie en soi, l'obésité, la malbouffe, la qualité du sommeil, le sport intensif, auquel vous rajoutez le tabac, les substances psychoactives et l'alcool, et j'en passe, je dirais le cocktail de tout ça fait que votre santé reproductive, il faudra la considérer une fois pour toutes comme un indicateur de votre santé en général. J'ai dit bien en général. C'est la raison pour laquelle c'est un bien précieux qu'il va falloir informer et éduquer à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Le docteur Gazard, il a bien mentionné un logo, ce qu'on demande de création d'un logo reprotoxique, à l'instar, par exemple, le Nutri-Score, que vous sachiez ce qu'il y a dedans. Quand vous allez acheter votre rouge à lèvres, le parfum, le fond de teint, le shampoing, au moins que vous sachiez ce qu'il y a. Si vous saviez combien il y en a des perturbateurs endocriniens dans le rouge à lèvres, je suis prêt à parier, à partir de demain, plus personne ne va s'en servir.
vous allez consommer tout au long de votre vie de l'ordre 5 à 6 kg de rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'il y a de le rouge à lèvres aujourd'hui? Il y a les éthers de glycol. C'est quoi les éthers de glycol? C'est un perturbateur endocrinien. Alors, c'est vrai, ça vous permet de mettre le rouge à lèvres et rester stable pendant une demi-journée ou une journée. Si on retire les éthers de glycol, eh bien, est-ce que vous, mesdames, mademoiselles, vous acceptez que ça décortique tous les airs il va falloir remettre de nouveau. Donc, parfois, les solutions le valent dans notre camp. Donc, ça, c'est, je dirais, parmi les mesures. Mais surtout, je dirais, parler aux jeunes, ce qu'ils appellent la fertilité. Comme vous le disiez tout à l'heure dans votre interview, c'est quoi la fertilité? On leur parle de l'IVG, mais ce serait bien qu'ils sachent ce que c'est, comment on fait le bébé, c'est quoi un spermatozoïde, c'est quoi un ovule, comment ceci, cela. Et puis après, leur dire, elles peuvent mener la vie qu'ils souhaitent, mais voilà le prix. Et sans oublier, aujourd'hui, là aussi, on ne l'a pas évoqué, l'effet transgénérationnel. Autrement dit, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous pouvez aujourd'hui risquer, au travers de votre santé reproductive, d'ébayer la note de votre mère quand elle était dans le ventre de votre grand-mère, ou d'ébayer la note de votre, la note de votre grand-mère quand votre mère était dans son ventre, ou voire même bailler la note de votre mère quand vous étiez dans son ventre. On a un exemple, je pense, on n'a pas tiré toute la leçon, ce qu'on appelle le Destilben. C'est une hormone de synthèse qu'on donnait aux femmes justement dans les années 50 pour lutter contre les fausses couches, la survenue des fausses couches. Eh bien, aujourd'hui, la petite fille baille la note pour sa grand-mère. Donc, vous voyez, ça voudrait dire, quand on évoque les perturbateurs endocriniens avec l'effet cocktail, il faut penser aussi aux effets transgénérationnels. Pauline, du coup, tu es autrice du livre Génération infertile. Est-ce que toi, dans ce que tu as rencontré sur le terrain et dans tes recherches, est-ce que tu trouves qu'il existe encore un tabou autour de l'infertilité ? Alors, indéniablement, il y a encore un tabou qui est encore plus marqué chez les hommes que chez les femmes, encore plus marqué, je pense, chez les hommes qui eux-mêmes sont infertiles. Après, le tabou commence à se lever. Alors, je ne sais pas si on peut en parler. C'est vrai que pour moi, du coup, moi c'était 2018-2019, il commençait à y avoir des blogs. Après, maintenant, il y a des podcasts qui en parlent, il y a un peu des séries, mais il faut vraiment chercher, en fait, ce type de contenu pour tomber dessus. Mais dans l'espace public, des gens qui ne cherchent pas ne vont pas tomber sur l'info par eux-mêmes, en fait. Donc si on cherche, on trouve. De plus en plus, il y a eu le super livre justement de Salomé Berliou qui a écrit La peau des pêches, et ce livre est genre génial. Donc quand on cherche, on trouve des choses, on trouve des contenus, on trouve des séries, on trouve des films. Là, il y a un film, Le 6e enfant, qui est sorti, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés le voir, qui parle aussi d'une femme en désir d'enfant qui n'arrive pas à en avoir. Donc moi qui fais de la veille et qui du coup cherche, je trouve, mais par rapport aux milliards de contenus dans lesquels on a abreuvé à longueur de journée, c'est très peu en réalité. Après, je rejoins le professeur Amama sur l'importance en fait de l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge pour déjà avoir les bases, parce que si on ne sait déjà pas comment ça fonctionne, on ne saura pas trop comment ça dysfonctionne, donc les deux sont très importants. Et la levée du tabou aussi, elle est importante pour les jeunes générations, parce que pour mon exemple personnel, par exemple, j'ai une cousine un peu plus âgée que moi, qui a dû faire une PMA pour avoir des enfants, et elle en a parlé dans la famille, donc moi j'étais au courant, et le jour où ça m'est arrivé en fait de savoir que ça existait, que ma cousine était passée par là, que ça avait fini par marcher pour elle, et ben c'était hyper important parce que ça normalisait un peu les choses et ça rendait les choses moins graves, on va dire. Et je me rends compte que d'en parler et d'avoir rendu mon parcours visible, ça a fait que plein de gens sont venus me parler à leur tour de leurs problèmes, et on se rend compte que quand on parle, on incite d'autres gens à parler, et c'est genre hyper important. Et donc, selon toi, la prévention, elle passerait aussi par le fait d'en parler et aussi, donc il y a tout un chapitre là-dessus dans le livre sur la pop culture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ces représentations ? Oui, alors nous, on s'est intéressés, c'était assez rigolo, sur notamment les séries télé, de voir comment ça avait évolué, en fait, la manière dont elles se sont appropriées l'infertilité. Et on se rend compte, une des premières séries qu'on a vues, c'était dans Friends, où Monica et Chandler, en fait, n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et c'est vrai que c'était des séries
comique assez caricatural, parce que dans la saison suivante, ils arrivent à adopter hyper facilement, donc on n'est pas dans un ressort très réaliste. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec des séries comme This Is Us, on rentre vraiment dans un tableau clinique de l'infertilité, avec une personne qui est en surpoids, où on suit l'intrigue sur plusieurs épisodes, et du coup, on rentre dans des choses beaucoup plus réalistes. Et voilà, donc c'est intéressant de voir qu'aussi les séries évoluent et font un traitement un peu moins caricatural, on va dire, qu'au départ. Et dans ce livre, outre ce chapitre sur la pop culture, il y a aussi pas mal de témoignages. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que tu as recueilli, et notamment les 500 réponses que tu as eues au questionnaire? La première chose qui nous a vraiment choqué, c'est le manque de réponses masculines. Donc là, c'était assez... Et on se rend compte qu'en fait, les gens ont besoin d'en parler, parce qu'on avait fait un questionnaire un peu sur un Google Form, et les gens se sont mis à nous écrire des pavés pour nous raconter leur parcours. Et donc on s'est dit, en fait, ils en ont vraiment gros sur la patate, et ils ont vraiment besoin d'extérioriser. Et ça montre qu'il y a vraiment un tabou pour raconter toute sa vie sur un doc Google Form, alors qu'ils écrivent sur leur ordinateur et qu'ils ne nous voyaient même pas en réel, à nous raconter des choses hyper intimes. Enfin, ça m'a bluffé. Je ne pensais pas qu'ils confierait autant de choses comme ça par écrit. Et du coup, on se rend compte qu'il y a vraiment une vulnérabilité, un besoin de se confier, parce que peut-être qu'on garde ça trop pour nous. Et du coup, j'ai trouvé les témoignages hyper forts. On était assez scotchés. J'aimerais revenir sur le plan du coup que vous avez rendu, professeur Amama, l'année dernière. Est-ce que dans les grandes lignes, vous pouvez me synthétiser rapidement quelles étaient du coup vos préconisations et qu'est-ce qu'il en est 1 an et demi plus tard? Non, le rapport a été rendu cette année, le 21 oui, février. Pardon, oui. Donc, juste avant le début de la guerre en Ukraine, comme vous l'avez dit. Quasiment, en même temps. Donc j'ai parlé d'informer et éduquer à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Troisièmement, c'est actualiser la formation médicale des futurs médecins ou des médecins qui exercent. Donc, on a l'art parfois, malheureusement, de changer un système qui marche. Eh bien, en 2017, on a supprimé, par exemple, avant, pour qu'un gynéco-obs ou un gynécomède ou un endocrino ou un urologue ou, je dirais, médecin biologiste ait accès à l'AMP, elle doit valider certains diplômes, on l'appelle des formations complémentaires, le desk de la médecine de la reproduction ou de Master Pro de Paris 5, etc. On a supprimé, on a inventé ce qu'on appelle la formation spécialisée transversale, FST, et dedans, on a mis 5 DS, la gynéco-obs, la gynécomètre, l'urologie, l'endocrino, la médecine et la biologie médicale, ce qui fait qu'on a presque 330 internes par an, toutes ces 5 spécialités, et on a une centaine de postes à l'échelle nationale. Ça voudrait dire aujourd'hui, il faut vraiment renforcer au travers de ce qu'on appelle des formations post-universitaires, des diplômes universitaires, des diplômes interuniversitaires. Ça, c'est l'axe 3. L'axe 4, mieux repérer et diagnostiquer. J'ai une chance, je ne sais pas, j'ai un centre de diagnostic préimplantatoire. On reçoit pas mal de couples qui ont 1, 2, 3 tentatives avec des échecs, bien entendu. On pense à 3e échec de faire ce qu'on appelle les karyotypes. C'est-à-dire, on va faire une prise de sang, compter les nombres de chromosomes dans les lymphocytes. Dans nos cellules, normalement, il doit y avoir 46 chromosomes. Bon, on tombe sur une anomalie chromosomique. Donc, autrement dit, si on avait pris le temps d'explorer dès le départ, de faire un karyotype, on aurait évité 3 échecs. Parce que, je crois, on vous dit 1 échec, 2 échecs, 3 échecs. Il faut aussi intégrer 3 séquelles psychologiques. Et ça, c'est extrêmement important. J'étais extrêmement touché par votre témoignage, madame. Et ça, vraiment, ça exprime tout. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut mieux repérer, mieux diagnostiquer. Ou alors, on s'est intéressé à explorer la femme, on a oublié l'homme, ou l'inverse. Donc, je pense aujourd'hui, par exemple, pour la prise en charge de l'homme infertile, là encore, nos amis urologues, ils ont des efforts à faire dans la formation concernant la fertilité et la prise en charge de l'homme infertile. Il y a 1000, m'a-t-on dit, vous savez, j'ai appris beaucoup de choses, 1332 urologues en France, mais combien qui s'intéressent à prendre en charge de l'homme infertile? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Donc là, je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus. Le 5e axe, c'est surtout promouvoir la recherche.
Quand le ministre Véran me disait, mais professeur Amama, pourquoi les résultats français en AMP ne sont pas satisfaisants? Et je dis, c'est simple. Si on veut améliorer quelque chose, il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut faire la recherche. Sachez, mesdames et messieurs, quand on a interrogé les institutions qui financent la recherche, je vous assure, un pays comme la Belgique, 11 millions d'habitants, la France, 67 millions, la Belgique, elle dépense annuellement, si on prend les 5 dernières années, elle a dépensé 18 millions d'euros pour financer des projets de recherche pour améliorer justement les résultats en AMP. La France, pour la même période, a dépensé 8 millions. Trouvez la faille. Donc, on a demandé la création de ce qu'on appelle un POPR. C'est un programme d'équipement et de priorisation de la recherche qui nous a été accordé. Je crois qu'il faut aussi savoir reconnaître pour 30 millions d'euros. Là, depuis peu, depuis juillet dernier, depuis quelques mois, nous y travaillons actuellement. Ce qu'on appelle un POPR accélérateur, je passe des mots techniques. Donc, on a mis dedans l'endométriose. Et là, je pense tout à l'heure, la dame qui a posé des questions, il va trouver enfin qu'on s'intéresse à son cas. La santé des femmes, la santé des couples. Et on a rajouté même la dépakine et son impact sur la grossesse. Donc, il y a grosso modo dans ces programmes de recherche ambitieux, je dirais oui, 30 millions, quand on va diviser, surdiviser ou énième fois diviser, je ne sais pas s'il va rester grand-chose pour arriver à telle ou telle équipe en France pour justement booster la recherche. Et enfin, 6e axe, je crois, et ça c'est pour moi fondamental, il suffit de regarder le succès remarquable dans la prise en charge des maladies graves, telles que le cancer, avec la création de l'INCA. Donc moi je demande une structure qui incarne, je crois, j'emploie le mot incarnation. Tant qu'il n'y a pas de structure qui incarne cette activité, tout le monde s'en occupe et personne, entre la DGS, la DGES, l'Agence de la biomédecine, le ministère de l'Environnement, l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé, le secrétariat d'État à la protection de l'enfance, de la famille, bref, tout le monde s'en occupe et personne à la fois. Donc, je pense, compte tenu des enjeux, moi, je dirais, mesdames, quand on dit un couple sur 5 ou un couple sur 6 qui souffre d'infertilité, il faut pondérer sur l'âge de la femme. Lorsque la femme a 30 ans, il a une chance sur 4. C'est pour ça, madame, malheureusement, vous êtes rentrée dans cette catégorie. Lorsqu'il en a 35, il a une chance sur 3. Lorsqu'il en a 40 ans, il a une chance sur 2 s'exposer à un problème d'infertilité. Donc, autrement dit, on demande la création d'une structure qu'on appelle l'Institut français de la fertilité, qui priorise, qui décide, qui réglemente, qui fait des recommandations. Et au moins, les choses sont claires. On a créé ce qu'on appelle le Conseil national des universités pour nommer des futurs agrégés en la matière, mais il n'y a pas de structure. Alors, le cabinet de la santé m'ont dit, mais il y a l'Agence de la biomédecine, mais l'Agence de la biomédecine aujourd'hui, il a un grand chapitre qui s'appelle les activités de greffe en France, c'est énorme, et un mini-chapitre qui s'appelle tout ce qui est autour de la génétique, la procréation, l'AMP, etc. Est-ce qu'on ne peut pas retirer sans pour autant dépenser de l'argent et créer une structure? Parce que quand il m'a dit, un des ministres de la République, enfin, chaque fois on diligente un rapport, on va créer un machin, je dis, monsieur le ministre, ce n'est pas un machin, il s'agit de préserver l'espèce humaine. Madame, mesdames, messieurs, la Chine, en 2050, elle passera à 750 millions. Si on regarde un indicateur, et je termine là-dessus, ce qu'on appelle le taux de fertilité étant défini par le nombre d'enfants par femme. Dans la Terre entière, il est en baisse depuis 2 siècles. La Terre entière, y compris en Afrique. Je prends le Sierra Leone. La femme, il y a 50 ans, elle faisait en moyenne 6 enfants par femme. Aujourd'hui, elle en fait moins de 4. La France, aujourd'hui, on est à 1,83. L'Italie, 1,2. La Russie, 0,9. L'Allemagne, 1,5. L'Espagne et le Portugal, 1,3. Autrement dit, on est en plein théorie de remplacement. On est à l'orange avant de passer au rouge. Sans parler du Japon, 1,1. Sans parler de la Corée du Sud, 1,1. Bref, si on veut préserver l'espèce humaine, pas plus tard, il y a 3 semaines, dans le journal Le Monde, dans le journal des Échos, on a dit finalement, on s'est trompé. Les spécialistes Professeur Amama, je vais juste raccourcir un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que juste au niveau des publics scolaires, parce que là on est dans une conférence de prévention, au niveau des publics scolaires, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon vous? Je pense que c'est simple, on demande que
cette 1 heure de cours, qu'elle soit obligatoire, qu'elle soit faite par les professionnels de santé, ou non pas au bon vouloir des uns et des autres. Et le fait qu'elle soit par les professionnels de la santé, ça évite, je dirais, ça laisse une distance entre les élèves, les collégiens et les professionnels de santé qui fera ces cours. Mais il faut impliquer les médecins généralistes. C'est pour ça qu'on recommande leur implication, les sages-femmes, les infirmières, les paramédicaux au sens large. Je dirais, ça nous permet d'éviter d'avoir, oui, j'ai rendez-vous avec mon gynéco dans 6 mois, dans 9 mois, dans 150 ans. Je pense là-dessus, il faut aussi simplifier parce que cette personne qui attend le rendez-vous avec son gynéco, eh bien, elle va vivre dans l'angoisse, dans la peur de l'échec. Elle perd l'estime d'elle. Je crois surtout là-dessus. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut rendre, et ce que j'ai entendu par les associations, par les personnes de la société civile qu'on a auditionnées, il faut vraiment leur accorder, s'intéresser au bien-être et à la bienveillance et proposer une prise en charge holistique qui va au-delà des médicales, comme ça a été dit, holistique. C'est ça ce qu'ils attendent de nous, les personnes concernées. Et très rapidement, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est quelques mois après du coup, le rendu de ce plan? Très rapidement, est-ce que vous pouvez me dire ça, et notamment du point de vue des scolaires? Là, la DGS, elle travaille sur ce qu'on appelle la stratégie nationale de lutte contre l'infertilité. Et cette stratégie-là, normalement, devrait déterminer les décrets d'application qui vont sortir à la matière. Et une fois qu'on finit avec ça, nous allons attaquer, je pense, l'amélioration du parcours de prise en charge dans l'AMP. Parce que je suis navré, on vous a fait croire, mesdames, messieurs, que l'AMP, comme ça a été dit, est une baguette magique. Ça ne marche pas dans 80% de cas. Le taux de succès est de l'ordre 20-22%. Donc je pense que c'est ça le message que je voudrais. Donc la prévention, pour moi, c'est le premier élément de préserver sa santé reproductive. Oui, en fait, c'est 20% de succès d'une FIV. Mais si on en fait plusieurs et qu'on en fait 4, on peut arriver à un taux quand même de 40%. Voilà, il faut quand même aussi donner de l'espoir et pas finir même si c'est pas miraculeux comme vous l'avez dit, il ne faut pas non plus doucher les espoirs des gens ce soir totalement. Non, attendons bien. Après, quand on dit la moyenne, toute indication, tout âge confondu, en France, aujourd'hui, tout âge, toute indication, il faut en moyenne 2,6 tentatives pour avoir un enfant. Bon, moi, le succès, c'est ce qu'on appelle enfant rentré à domicile avec ses parents. Tant qu'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de succès. Et je voulais juste rajouter qu'en fait, nous, dans le livre, quand on a fait des recherches, on se rend aussi compte qu'en fait, il y a beaucoup de couples qui abandonnent parce que c'est hyper dur et hyper lourd comme parcours. Il y a beaucoup de couples qui ne vont pas jusqu'aux 4 tentatives de FIV proposées en France. Et donc, alors plus on en fait et plus on a de chances de succès aussi. Et malheureusement, en fait, il y a des abandons avant ça parce que c'est un parcours très lourd. D'où l'idée d'un parcours plus holistique avec des psys ou des gens, des groupes de parole, ou voilà, tout ce qui peut faire pour que les couples aillent mieux dans ces parcours difficiles. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle je plaide de toutes mes forces. Comme on a organisé le cancer, je vous rappelle, quand on a pris une maladie donnée, un âge donné, un sexe donné, on a regardé le taux de survie. On s'était aperçu, selon qu'on soit pris en charge au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, les Français n'étaient pas égaux devant le soin. Donc ce n'est pas normal. Et le mot protocolisation apparaît dans la loi qui a été promulguée l'année dernière. Je pense qu'on a un effort à faire en la matière pour améliorer le parcours de soins d'une part et le taux de succès. Parce qu'il n'est pas normal que le taux de succès, dans le bon cas pronostic, madame, de l'ordre de 0,4 par an depuis 30 ans en France. Donc je pense qu'on a un effort à faire en la matière. Et depuis tout à l'heure, du coup, on parle beaucoup des femmes et des parcours des femmes. Mais moi, j'ai une dernière question, du coup, qui concerne cette fois-ci les hommes. Quel est leur rôle à jouer dans ce parcours AMP? Et est-ce qu'il faut leur donner plus de responsabilités? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter eux? Peut-être, Pauline, tu peux commencer par répondre. En fait, ce qui est très difficile dans la PMA, surtout pour une génération comme la nôtre qui prenons un maximum l'égalité dans le couple, c'est que même si l'infertilité repose sur l'homme, tous les traitements vont reposer sur la femme. Et donc, ça pose clairement un déséquilibre. On a beau être égal, en fait, la reproduction va se passer chez nous. Donc, je trouve que c'est pas forcément hyper évident à vivre pour nos générations. Et donc, les hommes qu'on avait interrogés, et il y a une psy qui a fait une étude en interrogeant plusieurs hommes, des entretiens assez poussés, c'est qu'ils sont dans un rôle un peu d'aidant ou de soutien, mais qui ne savent pas toujours très bien comment se positionner.
que c'est pas toujours évident pour eux, cette place-là non plus, même si on leur reproche souvent de ne pas assez s'impliquer. Et puis il y a eu ce moment aussi, cette parenthèse Covid, où parfois il n'y avait qu'une personne du couple qui était reçue, donc les hommes ne venaient pas forcément. Et puis surtout dans la loi, en fait, les femmes peuvent s'absenter de leur travail pour tous les rendez-vous, mais les hommes, c'est pas forcément tous les rendez-vous, donc il y a des rendez-vous où ils viennent pas. Donc il y a peut-être aussi des évolutions à avoir de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Je pense, maintenant, on ose d'évoquer l'implication de l'homme dans l'infertilité du couple, l'incapacité de concevoir sans aide médicale. Un tiers de cas, ça a été dit par les précédents intervenants. Il faut oser d'en parler. C'est une maladie reconnue par l'OMS depuis 2010. Il y a 350 millions de personnes infertiles dans le monde. Il y a autant d'hommes que de femmes infertiles. C'est vrai, jadis, il y a 50, 60, 100 ans, quand ça ne fonctionnait pas, on dit la faute à madame. Non, pas du tout. Je crois à l'homme aussi, parce qu'on l'a bien dit, c'est la raison pour laquelle il est aussi concerné par la prévention. Et dans le parcours de prise en charge en AMP, nous, on demande, et je pense que c'est important, que le couple, qu'il soit homme-femme, femme-femme, femme seule, qu'il soit toujours là. Il n'y a pas de raison, quand on fait un bébé, on le fait à deux, on le fait tout seul, mais on contribue. Il ne faut surtout pas l'exclure, même en cas d'une AMP avec de dons de sperme. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une question de Célia sur Zoom. Pour toi, Pauline, qui demande est-ce que tu penses qu'un jour l'infertilité sera abordée dans les campagnes de santé publique que l'on voit par exemple à la télé, etc. Parce qu'elle trouve que trop souvent on parle de l'infertilité d'un point de vue scientifique, donc et presque un peu pathologisant, j'ai envie de dire, mais jamais on montre le parcours, les injections et tout ce qui s'ensuit d'un point de vue psy. Alors, je sais qu'en ce moment, l'agence de biomédecine fait une campagne et moi, je suis tombée sur des affiches dans les rues à Paris. Alors, je ne sais pas si c'était juste dans mon quartier et c'est que j'ai eu de la chance, mais sur le don d'ovocytes, en tout cas, il y a eu une grosse campagne là et j'ai même vu des campagnes avec des influenceurs. Là, j'ai vu une influenceuse hier qui est plutôt d'habitude sur l'humour, qui du coup a fait un post, on la voit dans sa chambre d'hôpital, j'ai donné mes ovocytes et je vais vous raconter ça, et c'est en partenariat avec l'agence de biomédecine. Donc, il y a des campagnes en tout cas qui ont l'air de débuter en tout cas sur le don. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un rôle aussi des influenceurs en fait, qui sont aujourd'hui plus influents que des campagnes de santé publique parfois. On le voit par exemple avec des influenceuses qui ont par exemple un cancer du sein et qui ont permis à plein de jeunes femmes d'aller se faire dépister. Donc en fait, les influenceurs n'ont pas que des mauvais rôles et quand ils s'engagent pour des causes de santé publique, ils ont plutôt des rôles importants à jouer. Et du coup, moi, je les encourage à nous partager ça parce qu'ils nous partagent leur régime sans gluten, leur culotte de règles préférée, la naissance de leurs enfants, la gender reveal party où on apprend qu'ils attendent une fille ou un garçon. Mais on a aussi envie de savoir, quand ils vivent des moments difficiles, s'ils ont envie d'être honnêtes et de le partager. C'est hyper important pour les communautés qui sont derrière aussi. Voilà. Je vous rejoins totalement sur le rôle important des influenceurs. On l'a proposé dans le rapport. Par exemple, on ne peut pas parler de la santé reproductive à un collégien comme on parle à un lycéen ou à un universitaire ou à un adulte. Donc je pense que le rôle des influenceurs est extrêmement important. Je dirais même qu'il va falloir utiliser les mêmes réseaux sociaux, le même langage pour que le message passe au mieux. J'ai encore une toute petite dernière question sur le chat, très très rapidement. H. Demour nous demande, pour le cariotype, à quel moment peut-on le demander à notre gynéco et est-ce qu'on peut le faire dans tous les centres ou y a-t-il des centres spécialisés? Comme ça a été dit, par exemple, au départ, ça a été évoqué l'insuffisance ovarienne prématurée avec une AMH dans les chaussettes. C'est malheureux, c'est très basse. Le compte de follicule entre très bas. Oui, on peut proposer cela pour la femme. Pour l'homme, le cariotype, quand on a une sperme, moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre, avec aussi la recherche des microdélétions sur le bras long de chromosome Y, oui, il y a des situations, il faut impérativement que, je dirais, l'exploration génétique soit faite à la première étape avant de proposer quoi que ce soit. Parce que, comme je disais tout à l'heure, soit si par malheur on tombe sur un anomalie chromosomique et il y a le centre de diagnostic préimplantatoire qui prend le relais, et soit tout est normal, et bien dans ce cas-là, au moins on sait à quoi on s'attend. Merci beaucoup, professeur Amama, et merci beaucoup, Pauline, pour vos interventions. On va passer maintenant à l'échange de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, puisqu'on a beaucoup... le buffet. On a beaucoup privilégié les questions sur Zoom depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut faire passer le micro.
Bonsoir. Bonsoir. J'avais juste une petite question sur les dons d'ovocytes. Est-ce que c'est dans le cas où on n'utilise pas la congélation d'ovocytes qu'on a fait, est-ce que c'est très naturel ou il y a quelque chose de juridique derrière à faire pour que ça soit donné ou est-ce que c'est super simple et c'est acquis dès qu'on fait une congélation ou alors il y a quelque chose derrière à faire? Pauline. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile de donner si on veut donner ses ovocytes? Moi, je congèle mes ovocytes. Bien si sûr. je ne m'en sers pas, est-ce que c'est naturellement que ça va aller et que ça va être donné? Oui, c'est possible si vous auto-conservez pour vous, mais que finalement vous vous en servez pas. À la fin, vous pouvez décider de le donner. Je pense que c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. Il faut ajouter aussi, je pense que depuis la loi bioéthique, il y a la levée de l'anonymat pour les dons d'ovocytes et de spermatozoïdes également. Du coup, ça c'est peut-être, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à donner, c'est parce que finalement à 18 ans, il y a quelqu'un qui peut venir te voir et te dire je suis ton marmot, quoi. Mais je veux dire, c'est naturel ou est-ce que c'est vraiment très juridique, mais est-ce que je dois signer quelque chose une fois que Normalement, je pense que c'est un geste noble. Tous les ans, vous recevez un relance et vous cochez. Vous dites, par exemple, vous avez préservé pour vous. Entre-temps, vous avez votre enfant sous la couette, tranquille, sans aide médicale. Dans ces cas-là, vous pouvez donner vos ovocytes à un tiers, vous pouvez donner à la Banque solidaire, vous pouvez donner à la recherche, ou vous pouvez demander la destruction. Mais au moins, vous serez tranquille par là. C'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus sur le rôle de la prévention préventive en la matière. Je veux dire, il n'y a pas de souci, je suis carrément pour, mais ma question, c'est vraiment d'ordre organisationnel. Est-ce que dès que je fais mon prélèvement, est-ce que je peux signer quelque chose qui dit si je ne m'en sers pas, dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera donné? Non, mais là, ça voudrait dire vous voulez être donneuse de vos sites, tout simplement. Non, mais je veux dire, si je m'en sers, j'arrive pas à me faire comprendre. Comment? Ah, voilà, ok, c'est ça, très bien. Oui, bien sûr, pardon. Oui, donc ok, très bien. Tous les ans, il faudra que je redise je veux garder pour moi ou je veux donner. D'accord, très bien. C'est normal, pareil pour les embryons d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, sachez, on peut bénéficier d'un don d'ovocytes, de don des spermes, de double don, sperme et ovocytes, voire même l'accueil d'embryons. Donc tout est maintenant permis. C'est pour ça que je qualifie la loi de l'année dernière une mini-révolution, je crois qu'il faut saluer. Bonsoir, merci pour cette soirée passionnante. Je voulais juste rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes, parce que j'ai pas envie, je suis psychologue, je m'intéresse à la question du don d'ovocytes, que les parents ou les futurs donneurs s'inquiètent. Enfin, il n'y aura pas du tout d'établissement de lien de filiation entre l'enfant et la donneuse et le donneur. C'est vrai que je trouve que la réflexion que vous avez faite témoigne un peu de tous les fantasmes autour de cette possible rencontre entre donneur et enfant. Mais c'est vrai que ça modifie les choses, la levée de l'anonymat, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un lien entre le donneur et la donneuse. Donc ça me paraissait important de le dire. Merci pour cette précision. Et l'autre question, c'est vrai que moi, ce qui m'interroge beaucoup en tant que psychologue, c'est finalement, on ne sait jamais à quel moment se situer, proposer une aide. Je pense qu'il n'y a pas d'aide sur mesure. Chaque situation est vraiment bien spécifique. Mais on voit que malgré l'impact psychologique de l'infertilité, ça ne semble pas toujours si simple de solliciter le psychologue pendant le parcours. Donc ça m'intéressait d'avoir un peu vos avis sur ce sujet. Je pense, moi personnellement, j'ai toujours été partisan de le lever de l'anonymat si l'enfant à sa majorité le souhaite. Pour une fois, la loi de 2 août 2021 a intégré enfin ce que j'appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a le droit à l'enfant, il y a le droit de l'enfant. De ces points de vue, je crois que c'est indécent. Pourquoi ? Tout simplement, imaginez par malheur, c'est vrai, aujourd'hui, on est limité dans l'exploration avant de considérer une femme éligible pour être donneuse d'ovocytes ou un monsieur pour être éligible comme donneur de sperme. On est limité par le nombre de tests génétiques. On est tous porteurs de 1000, 2000, 3000 gènes pathologiques. Et si on fait comme le font nos amis espagnols, ils vont nous taxer d'une pratique dite hygiéniste. Donc, à partir de là, imaginez, moi ça m'est arrivé dans mon propre centre, la femme d'un donneur de sperme, elle nous a averti que malheureusement, son mari
est décédé à l'âge de 38 ans pour une maladie dégénérative grave. Donc, manque de peau, nous, aujourd'hui, dès qu'on obtient 10 naissances par un donneur, on arrête d'attribuer les paillettes. On les jette. D'accord? Eh bien, on a contacté les 3 familles qui ont bénéficié de la naissance de 5 enfants. La première chose, moi, ce que j'en tire de votre pertinente question, madame, c'est d'abord, il faut encourager la famille à expliquer la mode de conception dont l'enfant est venu au monde. Ça ne sert à rien, le bleuteau c'est le mieux, ça ne sert à rien de le cacher, ça devient un secret de polichinelle. Et aujourd'hui, je dirais, avec le séquençage à 200 € en l'espace d'une semaine, vous avez les résultats. On arrive même à connaître son donneur au travers le croisement entre différentes banques privées qui font le don des gamètes. Donc moi, je suis partisan, parfois pour une indication médicale, parfois pour gérer comme l'association de le président Arthur qui a trouvé son progéniteur. C'est pas, je crois, ce qui compte, c'est le père affectif, comme disait l'autre. À force de regarder mon enfant, j'ai fini par croire qu'il me ressemble. Donc c'est pas le lien biologique, je crois que ça va au-delà. Et si ça contribue à l'intérêt supérieur à la santé psychologique de l'enfant, oui. Donc là actuellement on travaille sur le régime, ancien régime. On est en période de transition, mais depuis le 1er septembre, il y a 1 mois et demi, eh bien, si les donneuses et le donneur refusent de la levée de l'annulement, on ne peut pas le retenir comme candidat éligible. Vous voyez? Donc là, on a mis en place une commission nationale, conduite par un magistrat, présidée par un magistrat, et donc il va falloir contacter toutes les donneuses et tous les donneurs dont leur produit était à l'issue donné lieu à des naissances. C'est un travail énorme. Moi, je pense aujourd'hui, l'intérêt de l'enfant, la santé de l'enfant et la psychologie de l'enfant doit être entrée en ligne de compte. Donc oui, il faut expliquer aux enfants la manière dont ils ont été conçus. Je réponds juste très vite sur le côté l'importance de la psychologie dans ces parcours-là. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de couples qui en ont besoin, parfois à 2 et parfois des femmes qui ont plus besoin, qui ont plus envie d'en parler, qui ont plus besoin de ça. Et les psychologues, celles et ceux qu'on a interviewés, nous racontaient qu'ils remarquaient qu'autrefois les couples venaient vraiment les voir quand ils étaient au bord de la rupture et quand ça allait vraiment pas bien, limite, je vais pas dire un peu trop tard. Et maintenant, le fait qu'aussi les tabous se lèvent sur l'infertilité, qu'on parle plus des parcours, les gens savent que ça va potentiellement être difficile et que ça va pouvoir être long et douloureux. Et donc les gens viennent un peu plus tôt et ils trouvaient ça assez judicieux, même si c'est une fois de temps en temps ou juste après un échec, très ponctuellement en fait, mais de rendre la chose, voilà, désacraliser un peu, je vais voir le psy. Et donc voilà, c'était quelque chose qui était intéressant de se rendre compte d'y aller un peu en prévention et pas attendre que ça aille vraiment mal pour demander de l'aide en fait. Merci beaucoup pour vos réponses. Juste une dernière question dans la salle. Après, on va devoir clôturer. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans la PMA, ce qui était le plus compliqué, c'était pas forcément les produits, parce que moi, ça s'est plutôt bien passé, mais toute l'organisation autour. Donc, les prises de rendez-vous, aller courir, faire des échos, des prises de sang. Pour moi, ça s'est bien passé parce que j'allais voir une acupunctrice, une ostéo, enfin plein de personnels médicaux en fait. Mais c'est ça le plus compliqué, je pense, surtout en bossant en même temps. Vraiment, c'est tout ce qui s'articule. Et j'avais une question du coup pour vous par rapport au diagnostic préimplantatoire. Où est-ce qu'on en est? Enfin, moi, j'ai pas eu de fausse couche pour l'instant, mais du coup, c'est compliqué pour certaines femmes parce qu'il y a tellement d'étapes dans la FIV. Qu'au moment du transfert, si après ça fonctionne et qu'il y a une fausse couche derrière, ce serait bien de pouvoir tester les embryons avant pour éviter les traumas. Vous soulevez 2 questions pertinentes. La première, on est partagé aujourd'hui entre celles et ceux qui disent attention au maillage territorial, donc ce qui fait qu'il y a 103 centres en France. Le choix qu'on a fait jusqu'à présent de dire il faut simplifier qu'il y ait partout de centres. Moi, personnellement, aujourd'hui, avec l'expérience, il faut offrir un guichet unique au-delà des médicales, comme vous venez de relater, afin d'éviter aux couples de traverser la ville de Paris 10 fois par jour à chaque intervenant, etc. Donc, simplifier le parcours de soins. La deuxième chose, maintenant, par rapport aux anomalies génétiques embryonnaires,
Là, il y a ce qu'on appelle protocole hospitalier de recherche clinique, PHRC. Il y a 7 centres. On avait espéré, mais on ne l'a pas obtenu. Le vote était en faveur. On voulait, parce qu'ils nous reprochent de congeler beaucoup d'embryons. Ils nous reprochent qu'il y a beaucoup de grossesses multiples. Plus de 10% de la moyenne nationale de grossesses gémellaires. La grossesse gémellaire, c'est un échec. Le triplé, j'en parle pas. Donc, si vous voulez qu'on replace un seul embryon et qu'on congèle peu, eh bien, dans ces cas-là, il va falloir compter le nombre de chromosomes par embryon. S'il en a plus de 46 ou s'il en a moins de 46, eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on appelle replacer un embryon qui a 46 chromosomes. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de bénéfice, mais il y en a un. C'est de diviser le taux de fausse couche par 2. Ça a été démontré, c'est une approche utilisée aux États-Unis d'Amérique depuis 1993. Vous voyez, c'est pas daté d'aujourd'hui. Et l'année prochaine, ce congrès aura lieu entre le 17 et le 19 avril en plein cœur de Paris, où tous les pontes mondiaux en la matière seront là. Donc, je pense qu'il est temps, mais là encore, dès qu'on propose, au fait, sachez, un embryon sur 2, il est écarté, faute d'une qualité compatible avec une congélation. Et la moitié restante, vous en avez à peine 20-25% qui donnent naissance vivante. Donc, autrement dit, vous avez plus de 130 000 embryons qui sont écartés annuellement en France. Et avec ça, personne ne veut dire « Ah non, 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 surtout pas la pratique, le screening génétique sur l'embryon ». Mais on ne fait rien. Génétiquement, la femme est une espèce mono-ovulante. Ses atouts, quand tout va bien, 12 cycles par an, donc 12 ovules. Là, on passe avec un cycle, on place la patiente en situation extra-physiologique, on récupère plusieurs ovocytes, donc plusieurs embryons. On ne peut pas avoir la qualité et la quantité. Donc l'approche du screening génétique, pour moi, est plus que jamais est indispensable. Merci beaucoup, professeur Amama et Pauline. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence avec voilà, une grande attention. Et je vous invite à aller au buffet. Voilà.